Bonjour à nouveau à tous et à toutes. Je suis Cécilia Bassi, responsable du pôle accompagnement à la CRES Île-de-France. Et je suis accompagnée aujourd'hui sur l'animation de ce webinaire par Irène Chanson, chargée de mission d'accompagnement auprès de la CRES Île-de-France. Et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire qui portera sur le mécénat de dons matériels et financiers. Ce webinaire s'inscrit dans les actions de la commission accompagnement qui est animée par la CRES Île-de-France et co-présidée par les canons, Résilience by WeShare et la Fédération d'entreprises d'insertion. Et le mécénat a été identifié par la commission comme un enjeu pour les structures de l'ESS, notamment les associations, dans la structuration de leur modèle économique, aussi face à un contexte qui évolue pas mal, notamment la baisse de la commande publique, une compétition plus forte parmi les structures. Et du coup, on s'est fixé comme objectif de outiller et informer les structures de l'ESS sur cette démarche. Et du coup, face à ces constats par rapport au mécénat, on a décidé d'avoir déjà des travaux sur le mécénat lors de la troisième rencontre de l'accompagnement et du financement qui a eu lieu en décembre 2021, pendant laquelle on a dédié un atelier au mécénat pour le présenter de façon générale et revenir sur ces différentes formes par la suite dans 2 webinaires. Du coup, on a déjà eu un webinaire sur le mécénat de compétences le 2 février et celui-ci qui a lieu aujourd'hui. Du coup, le webinaire mécénat de compétences est disponible dans le chat et sur notre chaîne YouTube. Et ces actions en lien avec le mécénat s'inscrivent aussi dans un autre partenariat qu'on a avec le barreau de Paris dans le cadre de leur plan de relance via l'accès aux droits. Je remercie aussi Thomas Graff qui est là avec nous ce matin. Je ne m'attarde pas plus que ça. Je laisse donc la parole à Irène pour vous présenter nos super intervenants. Bonjour à tous et toutes, merci Cécilia. Donc effectivement, on accueille des intervenants de qualité aujourd'hui, on est ravis. On aura donc en première intervention Yann Uliac du Rameau qui va nous présenter un peu les différents types de partenariats avec les entreprises qui existent pour avoir une logique un peu d'entonnoir et démarrer avec les partenariats de manière générale et redescendre sur le mécénat de dons de façon plus spécifique. À la suite, nous avons Marion Baudin de l'Admical qui va rebondir sur cette présentation pour nous partager un panorama du type d'entreprise vers qui se tourner pour solliciter le mécénat de dons. Voilà un peu les avantages pour les entreprises, pourquoi est-ce qu'elles le font finalement et sur quelles actions aussi, quand on est une association, on peut mobiliser du mécénat de dons, qu'il soit financier ou de matériel, puisque c'est les 2 formes dont on va parler aujourd'hui. Enfin, on va pouvoir voir les aspects un peu plus juridiques avec Maître Lan Fan Chou du barreau de Paris, enfin avocate au barreau de Paris, pardon, qui nous présentera les différentes implications juridiques et les procédures à suivre pour la mise en place de mécénat de dons. Pour voilà, un peu illustrer de façon plus concrète notre propos, on a le plaisir d'accueillir Fabien Goluet et Alban Martina de la Fédé en Dynamique, pardon, et Valérie Verchezé, la déléguée générale du Fonds Saint-Christophe, qui ont un partenariat justement de mécénat ensemble et qui vont pouvoir un peu témoigner sur voilà, la mise en place de ce mécénat, comment ça s'est passé, les difficultés aussi qu'ils ont pu rencontrer et puis les bonnes pratiques pour réussir son mécénat. Voilà, simplement pour rappel, n'oubliez pas de couper vos micros parce qu'on entend des petits bruits parasites. Et voilà, je te laisse, Cécilia, la main sur la suite. Merci Irène. Avant de laisser la parole à Yann, un petit point technique. Effectivement, après chaque intervention, on aura à peu près 5 minutes de questions-réponses pour poser vos questions, notamment, notamment Yann ne pourrait pas rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est nombreux aujourd'hui. Et si vos questions, on n'aura pas le temps de les traiter sur ces petits temps de 5 minutes,
On a un bon temps d'échange libre à la fin du webinaire, d'à peu près 25 minutes. Du coup, on pourra tout à fait revenir sur vos questions. Je ne prends pas plus la parole que ça et du coup, je laisse du coup la parole à Yann, notre premier intervenant. Cécilia et Irène, et merci à la Grèce Île-de-France pour cette invitation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, une très rapide présentation de qui on est. Le Rameau, on est une association, on est un laboratoire de recherche empirique. On existe depuis 15 ans et ce qui nous caractérise, c'est qu'on a été aux côtés de 500 dirigeants d'entreprises, d'organisations de toute taille, de PME à de grandes entreprises, d'associations que de bénévoles à la Croix-Rouge notamment. Et c'est en fait en étant auprès de ceux qui font, auprès d'acteurs souvent pionniers, dans des démarches assez ouvertes, que l'on a modélisé et que l'on a progressivement mis en partage finalement des clés de lecture pour s'informer, se former et agir au service notamment de partenariats pérennes, structurants, multi-acteurs. Et on utilise, nous, le terme d'alliance d'intérêt général dans ce cadre-là. Aujourd'hui, un constat tout d'abord, les alliances d'intérêt général, c'est un levier partagé. Quel que soit le point de vue, élus locaux, associations, entreprises, citoyens ou fondations, tous les acteurs aujourd'hui sont convaincus qu'il est utile et important d'agir ensemble. Dans quel contexte cela s'inscrit? C'est un contexte finalement qui peut concerner tout le monde, parce que les alliances, ça peut porter à une échelle locale, micro-locale de son quartier, ça peut également avoir un impact beaucoup plus large planétaire, avec juste deux exemples pour l'illustrer. L'exemple au niveau local de contrats de relance et de transition écologique, impulsés par le gouvernement, qui ont finalement favorisé une dynamique interterritoriale pour répondre et pour agir au service des enjeux, donc notamment environnementaux de transition écologique. Et d'un autre côté, les objectifs de développement durable qui ont été ratifiés à l'ONU en septembre 2015, qui concernent 16 enjeux partagés d'intérêt général, notamment l'accès à l'éducation, à l'énergie, à l'emploi, pour en citer quelques-uns, et le 17e, qui est celui des partenariats stratégiques. Et ces partenariats, ces alliances d'intérêt général, elles incarnent vraiment ce qu'on appelle l'ODD 17 en pratique. Ces alliances, elles permettent à la fois de réduire les fragilités et aussi de créer finalement de nouveaux moteurs de développement économique durable. Si on regarde, il y a des petits bruits par contre, je ne sais pas si tout le monde a coupé son micro. Voilà. Si on regarde du côté des entreprises, où est-ce qu'elles en sont au niveau des pratiques? Ce qui est intéressant, c'est le contexte. Le contexte, il est en fait que globalement, les entreprises qui pratiquent ce qu'on appelle des partenariats sociétaux, c'est-à-dire qui ne servent pas leurs intérêts économiques propres, mais qui sont beaucoup plus larges au service de l'écosystème, au service de l'intérêt général, ces pratiques, elles ont augmenté de plus de 20 points. Et ce qu'on constate, c'est que le devoir de coopération s'est transformé en envie d'alliance. Aujourd'hui, c'est 57% des entreprises qui ont mis en place au moins un partenariat sociétal avec une diversité d'acteurs, de l'éducation, bien sûr, écoles et établissements d'enseignement supérieur, acteurs publics et aussi des structures d'intérêt général, donc les associations, les fondations et les structures d'IAE, structures qui ont d'ailleurs souvent eu un rôle pionnier dans ces dynamiques de partenariat et d'alliance d'intérêt général. Et quand on regarde à quel endroit donc, ça se passe, d'un point de vue géographique, les partenariats, c'est une réalité qui se vit au plus près des terrains. La grande majorité, plus des 2/3 des partenariats sociétaux menés par les entreprises ont lieu au niveau local et un peu moins de la moitié au niveau régional. Quand on regarde d'un point de vue après de la méthode, donc là je vais vous demander votre attention parce que c'est une petite grille de lecture. Quand on regarde les portes d'entrée des partenariats, finalement il y a une triple logique qui peut être à l'œuvre. La première, c'est l'intérêt général. Dans ce cas-là, c'est vraiment au service du projet d'intérêt général et le mécénat est naturellement le meilleur levier pour y répondre avec un soutien humain, financier ou matériel à ces projets d'intérêt général. Un exemple pour illustrer mon propos,
le réseau des caisses d'épargne, qui est un acteur historique, un acteur pionnier de l'intérêt général et également du mécénat en France, a par exemple, par rapport à son soutien, permis de faire émerger, grâce à cet aspect de premier investisseur, donc partenaire de confiance, des projets structurants comme le réseau Envie. Il a notamment été auprès du réseau Envie dans le Grand Est en période de coup dur. Il a pu également être aux côtés d'autres projets qui ont une résonance territoriale très forte. Je pense notamment à l'incubateur Catapulte, qui est hébergé par l'adresse de Normandie, qui est le premier incubateur pour accompagner les porteurs de projets d'ESS dans la région, ou des projets plus inclusifs, comme un projet de tourisme solidaire dédié aux personnes handicapées dans le sud de la France. Cette logique d'intérêt général, c'est celle qui, je pense, concerne la majorité des acteurs qui sont réunis aujourd'hui. Après, les partenariats, elles peuvent être guidés, les besoins peuvent être guidés par d'autres logiques. Est-ce que c'est plutôt pour répondre à des enjeux perçus par les entreprises? Dans ce cas-là, c'est une logique économique, celle qui a à droite de l'écran, avec les pratiques responsables qui sont plutôt intégrées dans une logique économique de responsabilité sociétale notamment. Et un exemple en est par exemple le club d'entreprise Percé 3C, situé au nord du Loiret dans le Montargois, qui développe des actions d'économie circulaire et d'écologie industrielle et territoriale. Il a par exemple piloté une action qui a permis à un chantier d'insertion de recycler un certain nombre et de reconditionner des ordinateurs qui ont été distribués à des collégiens au tout début de la crise du Covid. Et la zone intermédiaire, c'est la zone en fait où l'engagement est plus fort, ce qu'on appelle la zone de co-construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sont prêts à construire ensemble, à faire aussi peut-être un pas de côté pour mener ensemble des projets dans la durée qui répondent souvent à des innovations, à de nouvelles solutions finalement pour ce que j'évoquais tout à l'heure, pour réduire des fragilités ou contribuer à un développement économique. Deux exemples. La coopération économique d'une part, donc une offre commune qui est mise en place par deux structures dans le domaine de l'inclusion numérique. La Poste, le groupe La Poste et la Croix-Rouge française déploient en fait un réseau de conseils numériques France Service et unissent leurs forces avec notamment l'appui de leur maillage territorial de premier plan. Dans le domaine de l'innovation sociétale, une action d'ailleurs impulsée à l'origine par le groupe La Poste, intergénérationnel Silver Geek. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif numérique, ludique et intergénérationnel qui a né à Poitiers, qui a rassemblé au départ des acteurs publics, des bailleurs sociaux, des associations et des entreprises, et aujourd'hui qui est en pleine phase de déploiement sur le territoire à l'échelle nationale. Avec notamment, voilà. Et si on poursuit, donc un focus entreprise finalement, sur ce schéma de gauche, vous avez le carré magique des objectifs. Qu'est-ce que c'est? C'est les principales motivations des acteurs à s'engager dans des alliances d'intérêt général. Et pour les entreprises, on a cartographié finalement chaque carré avec la réalité à laquelle ça correspond de leur point de vue par rapport à leur pratique. Et ce que l'on constate finalement, c'est quoi? C'est qu'il existe différents types de partenariats qui répondent à des objectifs différents. Pour les entreprises, la porte d'entrée, c'est celle des pratiques responsables, qui est plutôt correspond à une logique de chaîne de valeur, de processus en interne de l'entreprise, mais d'autres préfèrent ou privilégient une logique de coopération, d'innovation ou de mécénat, les trois étant à part égale. Donc l'idée, ce qui est important à voir sur ce schéma, c'est que finalement, il existe différents partenariats parce qu'il existe différents modèles et différents besoins. Jusqu'où les entreprises souhaitent aller en fonction de leurs objectifs, de leur maturité et bien sûr de leurs envies et opportunités. Et qu'en est-il pour les associations finalement? Pour les associations, finalement, on a un miroir qui est un miroir inversé dans les pratiques. Pour elles, le mécénat est clairement le premier levier, la porte d'entrée naturelle des partenariats, des alliances d'intérêt général, bien avant les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce carré magique des objectifs, on peut regarder sur la gauche, on retrouve des éléments assez forts. Qu'est-ce qu'il traduit finalement? C'est est-ce que l'enjeu pour l'organisation, que ce soit une entreprise, une association, c'est un enjeu qui a trait plutôt à une logique RH de compétences? Est-ce que c'est une logique de performance
notamment là par rapport aux ressources financières, ou est-ce que c'est plutôt une logique d'innovation? C'est les trois grandes logiques qui sont à l'œuvre. Et on va, dans la slide suivante, présenter plus en détail comment c'est structuré selon que ce soit finalement une entreprise sur la gauche ou une association qui cherche à développer ses partenariats. Parce que la grille de lecture n'est pas la même. Pour l'entreprise, la double clé de lecture, c'est finalement, est-ce que le besoin, c'est celui de mobiliser, ce qui est un besoin assez fort et important, notamment pour des structures de taille conséquente, ETI et grandes entreprises, dans ces logiques de marque employeur, de sensibilisation, de donner du sens et d'embarquer les collaborateurs ou d'avoir un ancrage territorial beaucoup plus fort, ou est-ce que c'est une logique de performance avec des alliances qui peuvent servir finalement et faire avancer le propre modèle de l'entreprise? Je pense notamment à cette alliance très structurante pour Renault qui a travaillé pendant plusieurs années avec les plateformes de mobilité WeMove pour mieux comprendre quelles étaient les attentes et comment répondre aux besoins de publics fragiles pour développer une offre assez étendue de ce que l'on appelle du social business. Et du côté des associations, qu'est-ce que l'on peut constater? Finalement, la logique d'entrée, ça ne va pas être la même. Parce que pour elles, ça va plutôt être sur la gauche, est-ce que le besoin, c'est un besoin interne qui fait référence à ce que Cécilie a évoqué, un contexte des fois un peu tendu par rapport notamment au financement. Et dans ce cas-là, c'est clairement un enjeu pour développer des ressources financières. Ça peut également, par du mécénat, être un appui par rapport à un apport d'expertise, de compétences rares. Et ou est-ce que c'est plutôt une logique externe qui est en fait celle de faire rayonner à plus grande échelle le projet? Les deux sont dans la balance. Plutôt une logique de développement interne, notamment de développement de ressources financières, ou plutôt une logique externe de rayonnement du projet. Et c'est vraiment en fonction finalement du projet, des besoins de vos structures que vous pouvez déterminer quel est l'angle finalement, ou quels sont les angles qui vont vous amener à développer notamment des partenariats par le biais du mécénat. Pour la suite, j'ai envie de dire pour vous-même, pardon, juste 2 minutes, le rameau a un enjeu stratégique d'outiller les organisations et les territoires. Et justement, c'est pour être à votre service, pour vous permettre de vous informer, de vous former et d'agir, qu'on a développé ou qu'on rend accessible un ensemble d'informations et de modules d'outils donc sur lesquels que vous pouvez naturellement consulter. Tout est en open source pour aller plus loin. Voilà, je suis à votre écoute. J'espère que je suis dans le timing. S'il y a quelques questions du public, je n'ai absolument pas regardé le chat. Diane, ton timing était parfait. Je laisse peut-être Irène voir s'il y a des questions dans le chat. Il y avait effectivement une question, mais je ne sais pas si Yann, tu auras la réponse. La question, c'était de savoir si des coopératives peuvent aussi bénéficier du mécénat de dons. D'autres interventions où il y aurait les… Alors, dans la logique de coopérative, disons que le mécénat, c'est vraiment pour des acteurs d'intérêt général. Et c'est vrai que ça peut être utile de faire un distinguo entre des projets d'utilité sociale et des projets d'intérêt général. Je ne vais pas répondre de but en blanc par rapport sur le plan juridique. Je ne sais pas si toutes les coopératives ont résolument une finalité économique. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Ou s'il y a des modèles plus ouverts. Mais en tout cas, pour une association, de façon générale, les associations peuvent être en mesure de répondre à ces besoins-là. Mais je pense que ça sera peut-être plus les expertises qui vont suivre, qui permettront de mieux répondre à ce type de questions. Tout à fait, effectivement, on y reviendra du coup par la suite. Il y a une deuxième question d'Alexandra, où je n'arrive pas à lire le nom jusqu'au bout. La question, c'était comment une association qui se lance, qui démarre, peut obtenir un soutien d'entrée? Est-ce que finalement, du coup, du point de vue des entreprises, est-ce qu'elles sont intéressées à soutenir les associations qui se créent pour faire rayonner un projet d'innovation, etc. Est-ce que c'est… Alors, les entreprises qui les intéressent, je pense, c'est d'avoir des associations qui sentent un potentiel et qui peuvent être des interlocuteurs sérieux.
J'ai envie de dire, si le projet de l'association il fait sens, qu'il y a une cohérence, une utilité sur le territoire, oui, dans ce cas-là, il pourrait potentiellement intéresser une entreprise. Après, bien évidemment, c'est souvent un peu plus facile d'avoir un peu d'historique, d'avoir un certain nombre de références pour rassurer. La difficulté de projets plus jeunes, c'est le retour d'expérience. Une troisième question de Gauthier. Au même titre que le mécénat de compétences, l'association doit relever de l'intérêt général pour bénéficier. Enfin, c'est une question en fait. Doit-elle relever de l'intérêt général pour bénéficier du mécénat de dons? C'est pareil, on va peut-être y revenir un peu par la suite. Mais après, c'est oui, effectivement. Sur toutes les questions juridiques, je préfère laisser Vous avez la chance d'avoir Marion, qui a une belle expertise et une avocate du barreau de Paris. Voilà. Voilà. Tout à fait. Excuse-moi, là où je pense juste à quelque chose qui peut être utile sur un plan pratique, au-delà de ces ressources. Alors, c'est vrai que c'est plutôt fléché pour les structures d'insertion par l'activité économique. Moi, j'attire l'attention des participants sur une publication remarquable que l'Avise vient de faire, un guide finalement pour développer des partenariats efficaces partenariats durables pour l'emploi, dans lesquels il y a de multiples exemples, de multiples informations qui seront très cohérents et qui citent notamment un guide que l'on avait eu l'occasion de faire il y a 10 ans de ça, je crois, avec le réseau Cocagne, qui illustrait de façon très concrète sur le terrain comment on met en place des partenariats avec des entreprises et comment faire pour que ce soit une logique finalement utile et qui puisse les convaincre, ces entreprises. Pas d'autres questions pour le moment. Bon, en tout cas, à votre écoute, Cécilia et Irène, j'aurai plaisir à y répondre par la suite. Et un très grand merci à toutes et à tous pour votre attention. Et vraiment désolé, j'aurais beaucoup aimé suivre avec intérêt toutes les interventions qui vont suivre. Donc, belle journée et bravo encore pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Yann. On va revenir vers toi, effectivement, s'il y a des questions qui remontent et on va partager aussi toutes les ressources que tu nous as mentionnées. Je laisse, du coup, on va continuer cette présentation à un entonnoir avec Marion de l'Admical, qui donc effectivement va nous partager les motivations des entreprises et leurs profils, ainsi que les bons pratiques et les outils pour les structures qui souhaitent demander du mécénat. Du coup, je laisse la parole à Marion. Oui, merci Cécilia, merci Irène. Bonjour à tous. Donc, je suis Marion Baudin, responsable de la promotion du mécénat et du développement régional pour Admical. Alors, peut-être un mot rapide sur Admical pour ceux qui ne nous connaissent pas. Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a plus de 40 ans d'existence. Et donc, on est un peu les experts du mécénat en France. On est aussi surtout un réseau d'acteurs du mécénat. On a au sein de notre réseau à peu près 200 acteurs, la moitié d'entreprises et la moitié de porteurs de projets. Et donc, on crée du lien entre ces acteurs du mécénat. On a 4 grands piliers, 4 grandes missions. La première, c'est de connecter donc, les acteurs du mécénat entre eux, à la fois les entreprises de notre réseau qui ont des enjeux communs de pratique du mécénat. Évidemment, aussi créer du lien entre les porteurs de projets qui ont envie d'échanger des bonnes pratiques et des freins qu'elles connaissent. Et puis, on essaie de créer un maximum de connexions entre porteurs de projets et entreprises au sein de notre réseau. Notre deuxième mission, c'est d'accompagner les acteurs du mécénat. Donc, pour ça, on est un institut de formation. Je vous en parlerai tout à l'heure. On fait des formations spécifiques pour les porteurs de projets qui sont en recherche de mécénat et on fait aussi des formations spécifiques pour les mécènes qui veulent professionnaliser leur pratique de mécénat. Et on fait aussi de l'accompagnement juridique. On a 2 juristes en interne qui sont là pour répondre aux questions principalement de nos adhérents, mais aussi à des personnes qui seraient non adhérentes qui peuvent aussi faire appel à nos services si besoin, puisque vous allez le voir et je pense qu'on va le voir avec Maître Lang Fangshu. Le mécénat, c'est aussi une matière un peu technique. Notre troisième mission, c'est de plaider et promouvoir pour un mécénat éthique et transparent. Admical, c'est un acteur assez naturel pour les pouvoirs publics. Quand il y a des réformes, on a été notamment à l'initiative de la loi de 2003, la loi Ayagon, qui a mis en place le dispositif du mécénat en France.
Donc voilà, notre rôle, c'est aussi d'être le garant d'un mécénat éthique et transparent et d'être un interlocuteur quand il y a des réformes qui se préparent en termes de mécénat. Et notre quatrième mission, c'est d'explorer le mécénat d'aujourd'hui et de demain. On est aussi un observatoire, on fait des études et on mène des groupes de travail pour prendre la température du mécénat, comment il évolue en France depuis plusieurs années. Alors, peut-être quelques rappels pour ceux qui ne connaissent pas encore bien le mécénat. Il y a évidemment une distinction importante à faire entre mécénat et sponsoring qu'on appelle aussi le parrainage en français. Ce sont deux pratiques qui sont sœurs, mais qui ne sont vraiment pas jumelles. Évidemment, elles peuvent être pratiquées par… Il y a des entreprises qui pratiquent à la fois le mécénat et le sponsoring, mais il faut quand même bien les distinguer. Le mécénat, c'est quand une entreprise va faire un don à une structure ou à un projet d'intérêt général. Sans la notion majeure, c'est vraiment le désintéressement, puisque donc là, l'entreprise va faire un don dans le but de soutenir un projet pour lequel elle a eu un coup de cœur ou pour, qui lui tient à cœur, mais elle n'espère pas en tirer une contrepartie commerciale directe. Contrairement au sponsoring, où le sponsor va faire un don également. Mais là, l'idée pour lui, ça va être vraiment c'est un contrat commercial. Il va espérer en tirer une contrepartie directe commercialement. Donc, c'est ça la différence majeure. Le mécénat, il y a cette notion de désintéressement, alors que le sponsoring, c'est assumer que c'est un don en vue d'en retirer des contreparties directes en termes de visibilité. Donc voilà, si on passe à la slide suivante, il y a deux éléments qui distinguent ça. C'est donc vraiment l'intention. Dans le mécénat, il y a vraiment une logique d'intérêt général, de soutien à un projet, alors que dans le sponsoring, il y a cette logique de soutien, mais en vue d'en tirer une contrepartie directe. Et donc, les contreparties, on va aller voir, quand un sponsor donne 100, il espère en tirer 100 en termes de visibilité. C'est typiquement BNP à Roland-Garros, qui est donc un gros sponsor de Roland-Garros, mais qui du coup met ses bannières partout pour être très visible, alors qu'un mécène n'aurait pas du tout le droit de faire ça. Alors, les avantages, justement, pour un mécène, qu'est-ce qu'il en retire finalement, votre mécène? Donc, il y a des avantages matériels. Un mécène, une entreprise, quand elle va vous faire un don, elle va pouvoir, ça va lui coûter moins cher que si elle faisait, s'il n'y avait pas l'avantage fiscal. C'est-à-dire qu'un mécène qui vous donne un don, il a une réduction fiscale de 60% du montant de son don, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% de son chiffre d'affaires. Donc, quand il va vous faire un don de 1 000 €, finalement, ça ne va lui coûter que 400 €. Donc, c'est un argument important que vous pouvez mettre en valeur, c'est-à-dire que si une entreprise a un budget, finalement, elle va pouvoir aller au-delà de son budget puisque ça va lui coûter moins cher, puisque l'État prend en charge une partie de ce don. Par contre, évidemment, nous, on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant comment je peux économiser de l'argent avec mon mécénat. Non, en fait, ça, il faut bien être clair avec le mécène. Il ne va jamais gagner de l'argent. Hein. Évidemment, un don, il va d'abord… il est là pour vous faire un don. C'est juste que ce don, au lieu de lui coûter 100%, il va lui coûter que 40%, puisqu'il y a 60% qui est pris en charge par l'État. Et puis, il va pouvoir bénéficier de contreparties. C'est quelque chose qui est toléré, mais qui n'est pas du tout obligatoire. Donc, ne vous sentez pas du tout obligé de proposer des contreparties à votre mécène. C'est quelque chose qui se négocie si le mécène en fait la demande, mais vous êtes pas tenu d'avoir ces contreparties. C'est quelque chose qui est toléré dans la jurisprudence. Et les contreparties, elles ne peuvent pas aller au-delà de 25% du montant de votre don, du montant du don que vous allez recevoir. Donc, c'est important que vous puissiez valoriser les contreparties que vous allez donner à votre mécène, puisqu'il faut que vous soyez capable de dire, bon, là, attention, on atteint le plafond des 25%, je vais pas pouvoir aller au-delà. Les contreparties, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout dans le domaine culturel, mais qui est assez rare dans d'autres domaines, notamment dans le mécénat, dans le secteur environnemental, de la santé. Ça peut être… Ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est plus facile dans le secteur culturel où là, on voit du coup des invitations à des places de concert, des places de spectacle, des choses qui sont assez facilement valorisables. Évidemment, il y a des avantages aussi immatériels pour votre mécène à faire du mécénat. Aujourd'hui, on parle beaucoup de raison d'être, d'entreprise à mission. Le mécénat, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans cette dimension d'engagement sociétal et notamment donc, de motivation, de fierté des équipes en interne. Ça, c'est évidemment un des avantages immatériels du mécénat. Il y a beaucoup de salariés qui maintenant demandent en entretien d'embauche que fait l'entreprise
concrètement en termes d'engagement sociétal. Et le mécénat, c'est une façon de répondre à ce besoin d'engagement des collaborateurs. C'est aussi une nouvelle façon de communiquer sur les valeurs de l'entreprise. Évidemment, c'est bien de dire qu'on est une entreprise citoyenne, une entreprise engagée, mais c'est encore mieux de le montrer concrètement. Et donc, le mécénat, c'est une façon de montrer, d'ancrer ces valeurs. Et puis, c'est une façon aussi de s'ancrer sur un territoire, de faire des partenariats avec des nouveaux partenaires sur son territoire. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que recherchent les mécènes en faisant du mécénat. C'est vraiment un ancrage territorial. Alors, vous le savez, je pense que vous l'avez vu la dernière fois, il y a 3 formes principales de mécénat: le mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Bon, le mécénat financier, c'est vraiment quand un mécène va vous donner de l'argent, sonnant et trébuchant. Le mécénat en nature, c'est quand il va vous faire un don de produits. Donc, ça peut être des produits alimentaires, ça peut être des véhicules, ça peut être du matériel informatique, ça peut même être du prêt d'espace. Quand il vous reçoit régulièrement, qu'il vous met à disposition un local, ça peut être du mécénat en nature. Et puis, il y a le mécénat de compétences que vous avez vu la dernière fois, et qui est donc vraiment le fait qu'un mécène va permettre à un salarié, sur son temps de travail, d'aller dans votre structure, dans votre association, pour vous prêter main forte, soit sur une mission précise, soit sur du long terme, pour vous accompagner dans vos besoins. Et donc, vous le voyez sur le schéma, c'est vraiment le mécénat financier qui est le plus répandu en France, mais le mécénat de compétences et le mécénat en nature gagnent du terrain, notamment le mécénat de compétences qui est vraiment très plébiscité par les salariés qui sont aussi en quête de sens au travail et qui permet de répondre à cette demande croissante des salariés. Alors, l'évolution du mécénat en France, je vous donne quelques chiffres qui sont issus de notre dernier baromètre du mécénat en France pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que ça représente le mécénat. On estime qu'il n'y a que 9% d'entreprises qui font du mécénat en France. C'est à peu près 100 000 entreprises qui déclarent leurs dons. Donc, c'est encore assez faible. 9% d'entreprises, c'est à la fois une bonne nouvelle puisque c'est en croissance depuis une dizaine d'années. Mais ça veut dire qu'il y a aussi encore un énorme potentiel d'entreprises à aller chercher et à convaincre de faire des dons. Sachez cependant que ce sont des chiffres qui sont issus du ministère de l'économie. Et donc, c'est seulement les entreprises qui déclarent leurs dons. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui font du mécénat, mais qui passent sous les radars parce qu'elles ne déclarent pas leurs dons. Et donc, du coup, on peut supposer qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui font du mécénat en France. C'est juste qu'on ne peut pas les flécher puisqu'elles ne déclarent pas leurs dons. Alors, qui sont ces entreprises en France? Ce sont beaucoup des TPE et des PME. C'est normal puisque, en fait, l'immense tissu d'entreprises en France est constitué de TPE et de PME. Par contre, le budget du mécénat, il est vraiment porté par les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Je vous ai mis les dons médians pour que vous ayez une idée de combien donnent les types d'entreprises. Une TPE, elle va donner à peu près 800 € par an. Une PME, c'est plutôt aux alentours de 4 000, 5 000 €. Une ETI, c'est 40 à 50 000 € par an. Et les grandes entreprises, il y a un don médian de 850 000 €, mais il y a évidemment des grandes fondations qui ont des budgets à plusieurs millions. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, si vous allez voir une PME pour obtenir un don, restez à peu près dans ces budgets-là. N'allez pas lui demander 50 000 € d'un coup parce que, évidemment, ça, c'est pas les budgets qu'elle pratique. Et à l'inverse, si vous allez voir une grande fondation, une grande entreprise, peut-être que là, vous pouvez aller demander des dons un peu plus conséquents à 10, 15 000, 20 000 € en fonction de leur bourse. Mais voilà. Donc, ayez un peu en tête ces chiffres. Alors, peut-être sur la slide suivante, quels sont les secteurs qui sont les plus soutenus par les mécènes? Alors, ça, c'est vraiment en termes de… Quand on regarde l'ensemble du budget mécénat en France, on voit qu'il y en a 22% qui est fléché vers le social et la solidarité. C'est quelque chose qui reste depuis plusieurs années. Donc, auparavant, c'était vraiment la culture et le patrimoine qui était le secteur le plus soutenu par les mécènes. Maintenant, ça a changé depuis plusieurs années. C'est vraiment le social et la solidarité qui est soutenu par les mécènes. La culture reste quand même un secteur important, tout comme l'éducation et le sport. Et on retrouve ensuite d'autres secteurs comme la santé, l'environnement est plus minoritaire, étonnamment, la solidarité internationale, la recherche et l'enseignement supérieur. Donc voilà. Par contre, sachez qu'en fonction de la taille de l'entreprise, ces secteurs diffèrent. Par exemple, une PME,
elle a plutôt tendance à aller vers le sport et la culture parce que c'est ce qu'elle connaît le mieux sur son territoire. Elle connaît le club de foot local, elle connaît l'opéra ou la salle de concert locale. Donc, elle a plus tendance à aller vers du sport ou de la culture, alors que des ETI, des grandes entreprises, elles sont plutôt déjà multi-champs et puis elles vont sur de l'éducation, sur la solidarité, sur des projets parfois assez complexes. Donc voilà, ça dépend. Je vous mettrai le baromètre global dans le chat tout à l'heure. Vous pourrez voir en fonction de la taille d'entreprise quels sont les secteurs qui sont les plus soutenus par les mécènes. J'avais un rendez-vous en Zoom. Alors, juste pour un chiffre qui peut vous intéresser, c'est vraiment que pour tous les mécènes, l'action locale reste prioritaire. C'est-à-dire que les mécènes, ils privilégient vraiment de soutenir les projets là où ils sont implantés, sur leur territoire, parce qu'ils ont envie de voir concrètement ceux qu'ils soutiennent. Donc ça, c'est aussi une information qui peut être intéressante pour vous, dans le sens où il faut en priorité viser les mécènes de votre territoire, parce que c'est eux qui seront les plus sensibles probablement à votre projet. Après, évidemment, les grandes fondations, elles vont aussi sur des projets nationaux, voire internationaux. Mais en tout cas, toutes les tailles d'entreprises mécènes nous disent qu'elles privilégient vraiment les projets au niveau local. Quelques mots sur les motivations des entreprises mécènes. Alors, la première, c'est du déclaratif, c'est ce qu'elles nous disent quand on les interroge. Évidemment, c'est contribuer à l'intérêt général, leur principale motivation. La deuxième, c'est vraiment d'exprimer, d'incarner les valeurs de leur entreprise. Et la troisième, c'est de soutenir l'innovation sociale. Donc voilà, sachez que si vous avez un projet d'innovation sociale, ça peut être vraiment bien de le mettre en valeur auprès de votre mécène voilà, parce que c'est souvent quelque chose qui revient. Cette notion d'engagement des collaborateurs, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, si vous pouvez au maximum engager les collaborateurs, faire des projets en partenariat avec les salariés, c'est quelque chose qui est assez important pour les mécènes. L'ancrage territorial aussi, c'est des choses qui reviennent souvent dans la bouche des mécènes. Alors, excusez-moi Marion, j'entends du bruit parasite. Du coup, vraiment essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Sylvia, normalement, tu peux le forcer. Je peux pas, vu que je fais un partage d'écran, je peux pas. Ah. C'est Madame Solange Maire, je vous demande de couper vos micros, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire. Passe-moi en animatrice si tu veux et comme ça j'essaye de le couper. Pardon, désolée pour le dérangement. Marion, je te redonne la parole, pardon. Ça marche, merci. Est-ce que je peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Alors, peut-être quelques conseils rapides pour votre recherche de futurs mécènes. La première chose à faire, ça va vraiment être de vérifier l'éligibilité. Donc, c'est-à-dire que tous les acteurs ne peuvent pas faire appel à du mécénat. Il y a vraiment des critères à respecter. Je vais laisser le maître Lang Fengshu vous en parler plus longuement, ou alors on pourra revenir dessus. Mais il y a vraiment un autodiagnostic à faire en fonction de ces critères pour bien savoir si vous pouvez faire appel à du mécénat ou pas. Si vous ne pouvez pas faire appel à du mécénat, vous pouvez faire appel à d'autres types de dons, peut-être du sponsoring, des partenariats un peu plus classiques comme on a parlé Yann juste avant. Mais c'est important pour vous de savoir si vous pouvez ou non faire appel à du mécénat et donc émettre des reçus de dons. Une fois que vous êtes certain que vous pouvez vous lancer dans le mécénat, il faut bien cerner pour quel projet vous allez aller chercher des mécènes. Est-ce que ça va être pour votre structure au global? Ou alors, est-ce que c'est pour un projet que vous allez porter, un festival, un nouveau programme que vous lancez? Il faut être très clair parce que le mécène, il a besoin de comprendre à quoi va servir son argent. Et puis, il faut que vous soyez capable de pitcher très clairement à quoi va servir l'argent de votre mécène. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous. Est-ce que je continue, Cécilia, ou est-ce que tu veux... Ouais, je vais essayer de couper le micro parce que c'est assez... J'arrive pas. J'arrive pas à couper le micro. Je suis désolée, j'arrive pas à forcer le... Dans participants, quand tu cliques sur participants... c'est bon, c'est fait. Super.
Ok, super. Donc, on en était à bien cerner le projet pour lequel vous allez chercher du mécénat. Est-ce que c'est pour votre structure ou est-ce que c'est pour un projet spécifique? Et bien être capable de le pitcher très clairement. Sachez que les mécènes, ils ont plutôt tendance à aller soutenir des projets. Ils sont encore un peu frileux à soutenir une structure, c'est-à-dire des frais de fonctionnement, des salaires, voilà, des frais de fonctionnement classiques. Nous, on est en train, évidemment, enfin, c'est quelque chose qui est en train de changer puisqu'on leur fait bien comprendre que pour soutenir des projets, derrière, il y a des hommes, il y a des frais, il y a des machines, il y a des imprimantes. Donc, il faut aussi être capable de soutenir des frais de fonctionnement. Donc, c'est quelque chose qui est en train de changer. Mais voilà, en tout cas, soyez clairs sur pourquoi vous allez chercher de l'argent auprès de votre mécène. Ensuite, il faut évidemment bien préparer vos outils. Alors, dans les outils indispensables, il y a évidemment un dossier de partenariat. Le dossier de partenariat, on conseille qu'il soit vraiment plutôt court, percutant, pas plus de 10-12 pages. Et puis, il faut vraiment qu'il donne envie aux mécènes de vous soutenir et qu'on se projette vraiment dans votre projet, qu'on puisse y retrouver vraiment des éléments concrets de votre projet, avec un budget, un rétro-planning, un calendrier, et puis aussi des témoignages des parties prenantes de votre projet pour que on soit vraiment embarqué. Évidemment, ce qu'il vous faudra, c'est aussi une liste de prospects prioritaires. Donc, évidemment, allez d'abord vers les entreprises de votre territoire, les entreprises qui vous connaissent bien, que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien, avec lesquelles vous avez déjà des liens, et puis vers des entreprises qui sont susceptibles d'être interpellées par votre projet, soit parce qu'elles travaillent dans le même champ que vous, soit parce qu'elles ont une histoire en commun avec vous. Donc, essayez de trouver un maximum les atomes crochus que vous pourriez avoir et essayez de faire une liste la plus resserrée possible pour que ce soit le moins chronophage possible et pour pas aller viser trop large et envoyer vos demandes à tout type d'entreprise. Parce que vous le verrez, je vous ai mis dans vos outils, il y a aussi des ressources humaines. La recherche de mécène, c'est chronophage. On compare ça parfois à la recherche d'emploi. C'est vraiment... il faut du temps et ça met souvent plusieurs mois entre les premières demandes et le moment où on conclut vraiment son premier partenariat avec une entreprise. Donc il faut aussi être prêt à y dédier un peu de temps et de ressources. Une fois que vous avez bien vos outils, peut-être Cécilia, reste sur la slide d'avant, s'il te plaît. Faut envoyer la demande aux personnes appropriées dans l'entreprise. Alors, les personnes appropriées, ça peut être évidemment quand c'est une entreprise qui a créé une fondation, adressez-vous directement à la fondation. Attention, les fondations, souvent, elles font des appels à projets, ça peut être 2 ou 3 fois par an. Donc, guettez les appels à projets des fondations qui vous intéressent le plus et n'hésitez pas à y répondre. Quand c'est une entreprise type une PME ou une ETI qui n'a pas de fondation, qui n'a pas de véhicule juridique spécial pour son mécénat, et ça peut être évidemment la direction qui est la bonne porte d'entrée, puisque c'est souvent le directeur général qui va trancher sur ces questions de mécénat. Parfois, c'est encore des histoires de coup de cœur, donc il faut vraiment aller embarquer le dirigeant. Parfois, ça peut être le service communication partenariat qui peut être le bon interlocuteur, ou le service RSE, s'il y en a un. C'est aussi à eux qu'il faut pouvoir envoyer leurs demandes, puisque c'est souvent eux qui gèrent toutes ces pratiques d'engagement sociétal. Si vous arrivez à décrocher un premier rendez-vous, évidemment, bien préparer ces rendez-vous, savoir qui vous allez avoir en face, quel type d'entreprise, quelles sont ses valeurs, est-ce qu'elle a déjà fait du mécénat ou est-ce qu'elle découvre. Il faut que vous soyez capable de lui expliquer ce que c'est le mécénat, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont pas très au clair entre le mécénat, le sponsoring, de quoi ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis évidemment, savoir capitaliser même sur un refus. Peut-être que si jamais c'est pas le bon timing pour cette entreprise-là, elle peut vous recommander à d'autres entreprises. Si elle a accepté de vous rencontrer, c'est que quand même a priori votre projet l'intéressait. Donc il y a souvent des façons de rebondir et d'essayer de se dire peut-être à l'année prochaine, ou alors est-ce que vous pouvez pas nous recommander à quelqu'un d'autre. Et puis évidemment, si vous avez réussi à concrétiser votre première partenariat de mécénat, il faut évidemment fidéliser ces mécènes dans la durée. Ça vous demandera beaucoup moins d'énergie que d'aller en chercher d'autres. Évidemment, remercier, c'est bête, mais on voit encore beaucoup de porteurs de projets qui prennent l'argent et qui reviennent jamais vers leurs mécènes. C'est plus comme ça. Vraiment, les mécènes, ils ont besoin d'être chouchoutés un petit peu. Et évidemment, il faut les impliquer. Et puis souvent, ils ont envie d'être vraiment partie prenante de votre projet. Donc, essayez au maximum de communiquer, de montrer à quoi sert leur argent, comment avance le projet, comment vous pouvez les impliquer au maximum, parfois dans les comités de pilotage,
voilà, un maximum les impliquer dans le projet. Voilà, je finis rapidement sur les outils d'Admical pour vous aider. Donc, on a 2 formations pour les porteurs de projets. Une, justement, qui va récapituler en 2 jours, là, identifier les fondamentaux du mécénat pour dynamiser sa recherche de mécénat. C'est vraiment 2 jours en visio pour maîtriser les bases juridiques et fiscales et les étapes de la relation à un mécène. Donc, on a plusieurs sessions qui arrivent en mars, en mai, en juin. Et puis, il y a une autre formation qui est vraiment sur connaître les clés d'un dossier de partenariat convaincant. Ça, c'est si vous avez déjà des bribes de dossier de partenariat, mais que vous voulez le confronter à un professionnel. C'est une formation qui est animée par une ancienne déléguée générale d'une fondation et qui pourra vous donner un regard sur votre dossier pour l'améliorer, le rendre plus convaincant. On a aussi des formations pour les acteurs publics, collectivités, établissements publics, s'il y en a parmi vous. Voilà. Et après, on a aussi il y a la possibilité d'adhérer au réseau Admical. Si vous le souhaitez, c'est ouvert aux porteurs de projets. Ça vous permet de participer à nos événements, à nos ateliers juridiques. Ça donne de la visibilité à vos actions, etc. Donc, voilà, sachez que c'est aussi une possibilité. Et puis, de toute façon, je vous encourage à aller voir sur notre site Internet. Il y a pas mal d'infos en open source. Il y a des fiches repères, des fiches juridiques que je vais vous mettre. Et puis, il y a notre baromètre que je vais vous mettre aussi dans le chat. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour essayer d'avoir un peu toutes ces infos sur le mécénat régulièrement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je suis désolée. Et oui, je vois très rapidement dans le chat, les formations sont payantes, oui, mais il y a une possibilité d'être prise en charge par les OPCO et OPCA. Donc, en général, les gens arrivent à faire financer leur formation par les OPCO, même pour les personnes au chômage, les pôles emploi peuvent aussi financer. Merci beaucoup Marion. Je laisse donc effectivement la parole à Irène pour faire remonter les quelques questions qu'il y a dans le chat. Effectivement, il y en avait 2 qui sont plutôt d'ordre juridique, donc je garde bien au chaud pour la présentation qui va suivre. Il y avait une question intéressante sur une entreprise qui a également une fondation. Est-ce que l'entreprise peut faire du mécénat directement ou mieux vaut se rapprocher plutôt de la fondation ? Alors, quand une entreprise a créé une fondation, allez quand même plutôt vers la fondation. C'est quand même eux, du coup, c'est la fondation qui va centraliser toutes les démarches de mécénat en général. Ça arrive que parfois, il y ait donc la fondation qui gère, mais qu'il y ait aussi des services de l'entreprise qui puissent aussi faire des dons. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu tentaculaire dans certaines entreprises. Il y a le service com ou le service RSE qui peut aussi avoir des petits budgets mécénat. Donc, dans ce cas-là, moi, je vous conseillerais quand même d'abord d'aller sur le site de la fondation pour voir quels sont les axes principaux. Donc, chaque fondation, normalement, elle a déterminé des axes qui vont être environnement, santé, jeunesse, etc. Donc, déjà, allez voir sur le site de la fondation si vous rentrez dans les axes. Regardez bien les appels à projets qu'elle lance. Et parfois, si vous avez un contact au service RSE ou au service communication ou au service RH parce que vous voulez faire du mécénat de compétences, ça peut aussi valoir le coup d'envoyer votre demande auprès de ces services-là. Mais quand même, quand une entreprise a créé une fondation, c'est souvent la fondation qui va centraliser tout ça. Merci pour la réponse. Seconde question sur les conditions, en gros les conseils que tu donnais pour la recherche de mécénat. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à des mécènes étrangers? Est-ce qu'on peut faire les mêmes à peu près étapes ou si tu as une réponse là-dessus? Alors, en tout cas, pour les règles juridiques, elles s'appliquent pour les mécènes qui ont leur siège social en France. Mais il y a des mécènes qui ont leur siège social en France et qui ont des antennes, des filiales à l'étranger. Donc, elles peuvent soutenir des projets à l'étranger, mais elles ne pourront pas toujours, ça il faudra voir avec Maître Longfeng Fu, pardon, j'espère que je n'écorche pas son nom, s'ils peuvent bénéficier de la réduction fiscale dans les mêmes conditions. A priori, oui, par exemple, les grandes entreprises, elles soutiennent des projets à l'étranger et elles font du mécénat, mais voilà, ça faut peut-être vérifier. Pour une entreprise dont le siège social, par contre, est à l'étranger, ne pourra pas bénéficier des lois françaises et des conditions fiscales françaises. Merci beaucoup. Des questions un peu pratiques sur est-ce qu'il y a des modèles de dossiers de partenariat que vous auriez à disposition? On n'a pas ça sur notre site internet, mais c'est quelque chose qu'on voit dans la formation dont je vous parlais sur les dossiers de partenariat. Là, la formatrice, elle vient avec des dossiers, elle vous montre
un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bons dossiers de partenariat. Super. Et pareil, est-ce que vous avez un annuaire des mécènes Alors, c'est quelque chose qu'on a fait pendant très longtemps chez Admical. Il y avait un annuaire des mécènes qui s'est transformé en e-répertoire des mécènes puisqu'il était en ligne. Et là, on l'a arrêté il y a quelques mois et on est en train de refondre cet outil pour le rendre plus performant et le lancer dans le courant de l'année. Donc, sachez qu'il y aura un nouveau annuaire des mécènes aux alentours de juin ou maximum septembre. Donc voilà, restez un peu au courant. C'est en effet quelque chose qu'on a fait pendant très, très longtemps et là, il était plus performant, donc on est en train de le remettre à jour. Super. Et une dernière, puisque votre autre question, Anne-Claire Poisson, était finalement la même, je pense, que l'annuaire, c'était est-ce qu'on peut utiliser les mêmes conseils pour chercher du sponsoring pour des entreprises à vocation sociale? Alors oui, vous pouvez tout à fait arriver en entretien et voir un petit peu si l'entreprise elle est plus sensible au sponsoring ou au mécénat. Ce qu'il va falloir, en fait, ça va vraiment être de comprendre quels sont les leviers, quelles sont les motivations profondes de l'entreprise que vous avez en face de vous. Si elle a un fort enjeu de visibilité, le sponsoring, ce sera probablement plus adapté puisque là, peut-être que vous pourrez lui offrir des contreparties. Ça dépend aussi des contreparties que vous pouvez offrir. Si vous avez l'espace de lui offrir une grande visibilité, alors là, partez sur du sponsoring. Si vous êtes plutôt dans une logique, si vous sentez que l'entreprise, elle n'est pas très intéressée par les contreparties, qu'elle est vraiment emballée par votre projet et que voilà, elle veut vraiment vous faire un don pour vous soutenir, et ben là, partez sur du mécénat parce que du coup, peut-être que l'argument de la déduction fiscale sera aussi entendable et importante pour votre mécène. Et puis, vous pouvez essayer de vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il a accepté de vous recevoir, qu'est-ce qui l'intéresse dans votre projet et quels sont ses moteurs. Est-ce que c'est plutôt d'engager ses collaborateurs? Est-ce que c'est de créer des partenariats locaux? Est-ce que ça va être de la visibilité pour que vous puissiez adapter les contreparties que vous allez lui offrir en face? Merci beaucoup, Marion, pour toutes ces réponses et ta disponibilité et la richesse de ton intervention. Je propose de passer la parole justement aux aspects, pour échanger sur les aspects juridiques du mécénat du don. Du coup, effectivement, je laisse donc la parole à Maître Limponchou, avocate au barreau de Paris, qui va effectivement nous expliquer quelles sont les implications juridiques du mécénat qui ont été illustrées aussi par Marion. Maître, je vous laisse la parole. Il faudrait mettre le micro. Votre micro est coupé. Oui, c'est bon. Merci Cécilia. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, donc du coup, je vais être rapide. Et pour certaines questions, je vais répondre directement dans ma présentation pour simplifier les tâches derrière. Donc, pour mes premiers mots, je suis ravie de pouvoir intervenir dans le cadre du cycle webinaire et merci aux organisateurs de cet événement pour l'invitation. Ma présentation va être abordée sur trois sujets importants. D'abord, c'est le cadre juridique aura des réductions fiscales, les conditions de forme de versement. Après, c'est le régime fiscal et à la fin, on parle de la convention, c'est-à-dire le cadre du contrat de partenariat. Donc, pour le cadre juridique du mécénat, Marion vous a expliqué assez complète, à mon avis, pour l'ensemble des formes, des versements, la contrepartie. Ce que je voulais citer ici, c'est d'abord le côté de carte juridique, c'est-à-dire il est important de vérifier d'abord la loi du 1er août 2003, dite la loi Agon, relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Pourquoi? Parce que là-bas, vous trouvez toutes les informations concernant les définitions des associations et identifier un peu est-ce que vous êtes positionné pour pouvoir bénéficier plus ou moins le cadre juridique du mécénat ou pas. Donc, je répète, c'est la loi du 1er août 2003. Ça, c'est la première chose.
à imprimer voilà, et vérifier. Après, en sachant que pour la définition du mécénat, c'est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. C'est ici la définition du mécénat. Ça insiste sur la notion d'intérêt général et c'est là qu'il y a des questions des associations qui nous a posé concernant est-ce qu'ils ont le droit de bénéficier le cadre juridique du mécénat ou pas. Par exemple, la société coopérative d'intérêt collectif, en termes de définition et au regard de la loi 1er août 2003, on voit bien que oui, c'est possible parce que si vous entrez dans le cadre de l'organisme public ou privé et vous agissez dans l'intérêt collectif, entre guillemets, interprété dans le sens d'intérêt général, normalement, on pense que c'est évidemment, on a le droit. Malheureusement, la question n'est pas si simple à ce stade parce qu'à part la loi, on a la vision de l'administration fiscale. Et dans le cadre du mécénat, l'administration fiscale a le droit de donner des avis sur ce sujet. Et ces avis, souvent, c'est un peu, entre guillemets, contradictoire par rapport à la loi, parce que la loi, c'est daté depuis 2003. Donc, du coup, sauf erreur de ma part, la question concernant la société coopérative d'intérêt collectif, selon l'article 238 bis du Code général des impôts, sont les organismes sans but lucratif et personnes publiques ont le droit, c'est-à-dire des conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier dans le cadre du mécénat des associations. Selon l'administration, la société coopérative d'intérêt collectif est exclue. C'est l'avis du 17 février 2021. Donc, si vous souhaitez, voilà, je peux transmettre le détail à Cécilia et les organisateurs pour que, après, voilà, vous pouvez approfondir ce sujet. Après, il faut qu'on voit le détail de l'association, mais au moins, voilà, il y a une idée dans le cadre juridique du mécénat. Vous avez des conditions d'éligibilité et ces conditions d'éligibilité-là, fait référent à l'article 238 bis du Code général impôt où la doctrine de l'administration fiscale cite précisément des conditions d'éligibilité et les natures de mécénat. Donc, pour les conditions d'éligibilité, les versements en argent ou en nature doivent être réalisés au profit d'abord les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, de fondations d'entreprises, fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, de la fondation du patrimoine ou de fondations universitaires, d'associations culturelles, établissements d'enseignement supérieur, sociétés, organismes de financement et organismes publics ou privés. Voilà. Donc, la gestion est désintéressée. Mais voilà, si on se base sur cette notion, voilà, tout le monde comprend qu'évidemment, on a le droit, mais malheureusement, à partir du moment où vous avez un caractère qui lie avec l'intérêt collectif, mais vos actionnaires ne sont pas des actionnaires d'État ou de l'administration d'État, dans ce cas, vous êtes exclu. Voilà, ça, c'est la vision de l'administration. Ça ne change pas pour l'instant. Pour les formes de versement, je pense que vous avez voilà, compris un peu de l'ensemble des formes. C'est le mécénat financier ou le mécénat en nature. L'important d'identifier tout de suite les formes des versements pourquoi? Parce qu'après, ça a un impact sur la valorisation, sur la réduction des impôts des entreprises et sur la procédure de reprise fiscale ou des reçus. Donc, moi, je vais passer tout de suite, plutôt par la suite, concernant le régime de fiscalité. Comme ça, vous pouvez avoir une vision tout de suite. Pourquoi il y a un impact comme ça? Parce que déjà, concernant la réduction d'impôts chez le mécène,
je joins Marion Amical dans le sens où, voilà, l'article 238 du Code général des impôts précise que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Vous, ici, ce sont des mécènes, c'est-à-dire des entreprises, de 60% du montant, mais de l'autre don effectué en numéré ou en nature est retenu dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Et en cas de déplacement de ce fonds, le solde non imputé pourra être reporté pour le paiement de l'impôt dû au titre des 5 exercices suivants. On comprend comment on peut interpréter cet article concrètement. Donc, l'administration a donné un exemple simple. Une entreprise réalisée en chiffre d'affaires de 8 millions en taxes peuvent effectuer et en don dans la limite de 5 pour 1000. On est d'accord? Donc, ça veut dire que 40 000 euros. En faisant un don, elle réduira son impôt de 24 000 euros. Sachant qu'elle devrait acquitter un impôt de société sur l'année comptable, donc soit 30 000. Ainsi, en faisant un don, elle ne payera que 6 000, 30 000 moins 24 000 d'impôt sur les bénéfices. Le coût réel dans ce cas lui ne sera donc que de 16 000 euros. Donc ça, c'est le côté de calculer et comprendre la réduction d'impôt chez le mécène. Donc vous voyez, c'est intéressant. Voilà, l'entreprise économisait 5 000 euros. S'agissant des dons en nature, il faut déterminer la valeur des dons, c'est-à-dire selon la doctrine de l'administration fiscale. Voilà, vous voyez bien que c'est toujours l'administration fiscale qui donne la décision finale. D'où l'important dans la prochaine présentation pour voir la procédure de rescrit fiscal, les attestations, les reçus fiscaux. Pour les dons en nature, il faut d'abord déterminer la valeur des dons. Et ça, c'est un domaine spécifique, vraiment pour les experts comptables. Ça veut dire que, par exemple, pour les stocks, c'est à la valeur du stock pour les biens dans le compte du stock, au prix de revient pour les prestations de services. Donc, tout ça, ce sont des détails, mais comme les organisateurs et Marion Amical a bien précisé, c'est un terrain très, très technique. Donc, voilà, au niveau d'où l'important de comprendre les formes des dons en nature et les dons numériques. Mais ça explique aussi pourquoi la plupart des dons à ce stade, dans le cadre du mécénat, c'est en numérique. Parce qu'après, c'est vrai que c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail derrière. Après, au niveau de contrepartie, ce que je souhaiterais ajouter, c'est juste que, voilà, en contrepartie, en termes de communication, c'est-à-dire, ici, il y a quand même, entre guillemets, une contrepartie. L'entreprise a le droit d'avoir son nom dans les événements en échange de sa contribution. Donc, du coup, il y a quand même une petite contrepartie, mais cette contrepartie, en termes de communication admise à hauteur de 25% du montant du don sans plafonnement. Ça, c'est pour les entreprises. Après, en réalité, il y a pas mal de cas où le mécène, ce sont des particuliers. Donc, dans ce cas, les contreparties plafonnées à hauteur de 25% du montant du don dans une limite forfaitaire de 60 euros. Donc, pour les procédures destinées à sécuriser l'opération et les partenaires en termes de fiscalité, on parle de deux procédures principales. C'est le prescrit mécénat et le contrôle des reçus. Pourquoi le prescrit mécénat? Le prescrit mécénat permet aux associations de vérifier directement auprès de l'administration fiscale s'ils ont le droit de bénéficier ces montants ou pas. Donc, il faut que vous faites une demande par écrit selon un modèle auprès de l'administration fiscale si la structure répond aux critères définis aux articles 200 pour les particuliers et 238 bis pour les entreprises du Code général des impôts. Et l'administration
un délai de réponse de 6 mois à compter de la date de réception de la demande, en sachant que pendant la période du Covid, voilà, il n'y a pas de prescription. Donc, pour les demandes dans les prochains jours, si on est vraiment dans une période de crise sanitaire, voilà, vous connaissez tout de suite que voilà, ce délai-là, ça ne calcule pas. La structure peut se prévaloir une réponse tacite positive après ce délai. Le refus de l'administration peut faire l'objet d'un recours devant le juge des impôts. Pour le contrôle des reçus, les associations en tant que bénéficiaires, vous êtes obligés de délivrer des reçus aux donateurs particuliers. Lorsque les dons ouvrent droit aux avantages fiscaux selon le formulaire CIRFA conforme, donc il y a des formulaires et de CIRFA, donc vous complétez le document. Et je pense que peut-être, voilà, c'est important de bien compléter les choses. Parce que sinon, après, au niveau des contrôles, pour l'association, ce sera compliqué. Il y a beaucoup de cas. On a constaté que les associations ont sous-estimé cette procédure, d'où le rejet voilà, des droits dans le cadre du mécénat. Et l'administration peut réaliser des contrôles sur place des reçus délivrés et suspend des avantages fiscaux par le ministre chargé du budget. Même s'il n'est pas obligatoire, le reçu fiscal pour les entreprises constitue le justificatif couramment remis en échange d'un don. Donc, du coup, en cas de don en nature, double du document d'évaluation et reçu de don permettront de passer des écritures comptables et fiscales. Donc, ça, c'est les procédures destinées à sécuriser l'opération et les partenaires dans le cadre du régime fiscal, en sachant qu'il y a plein d'autres choses, mais dans le cadre de notre présentation, on essaye d'être bref. Enfin, je parle sur la contractualisation et les clauses essentielles d'une convention de mécénat. Au niveau de la forme, il n'y a pas une obligation légale pour, voilà, pour vraiment avoir un document écrit, mais recommandé afin d'éviter éventuellement contentieux. Cela permettra aussi de faciliter la procédure de l'administration fiscale pour examiner le dossier de rescrit ou de vérification de la procédure au début. Donc, il faut déterminer, bien sûr, la nature et l'étendue des obligations ainsi que des conséquences fiscales. Ici, interdiction et limitation de certaines opérations de mécénat comme tabac et alcool, produits pharmaceutiques. Voilà, donc vous n'avez pas le droit dans ce cadre de le faire. Après, au niveau des clauses essentielles d'une convention de mécénat, il faut d'abord définir les parties contractantes, donc le statut juridique de l'association, de la fondation. Après, il faut faire une description détaillée, peut-être attachée en annexe le cabis de l'association, etc. La deuxième partie qui est importante, c'est description du projet et de l'objet du mécénat. L'objet doit rappeler en quoi le projet est éligible, bien sûr, et la motivation du mécène. Je parle, par exemple, la présente convention a pour objet de définir les conditions de soutien à l'association pour le projet suivant, par exemple. Ensuite, au niveau des obligations des parties, vous avez les obligations du mécène et l'obligation de l'association bénéficiaire. Par exemple, l'entreprise mécénène versera à l'association la somme X où l'entreprise mécène s'engage à réaliser au profit de l'association la prestation suivante. Donc, voilà. Mais il faut représentant une valeur donc la valorisation du montant est importante dans le cadre de versement en nature. Il faut concrétiser tout de suite dans cette clause. Après, au niveau des obligations de l'association bénéficiaire, toujours comme je vous ai dit, il n'y a pas de contrepartie, mais il y a quand même contrepartie, parce que sinon l'entreprise ne voit pas vraiment tout à fait son intérêt pour investir dans l'association. Donc, on propose, qu'est-ce qu'on propose?
l'association s'engage à faire figurer le nom de l'entreprise donatrice sur les supports d'information de l'action. Par exemple, des choses comme ça, mais ça va valoriser la convention et ça ouvre un cadre de partenariat intéressant. Il est important aussi de citer la durée de la convention et de prévoir aussi les possibilités de résilier le contrat et les cas qui peuvent causer des problèmes. Il faut prévoir aussi le tribunal compétent. Voilà, c'est l'ensemble de ces éléments-là, le cadre juridique, la loi, les décisions de l'administration fiscale et le cadre fiscal et contractualisation qui sont pour moi les points importants, toujours à côté d'autres points aussi importants que j'espère que vous pouvez trouver les informations nécessaires auprès des associations comme voilà, Amicale ou les autres associations de CRES. Voilà. Pour toutes, je serai à votre disposition pour toutes les questions complémentaires, en sachant qu'on a une présentation beaucoup plus détaillée, parfois trop détaillée, que vous pouvez solliciter les organisateurs à la fin de ce cours avec tous mes contacts, que si vous souhaitez, ou le barreau de Paris pour poser des questions à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Tout à fait, du coup, je rebondis directement. Effectivement, merci beaucoup. Il y a déjà des questions qui avaient été posées en fait en amont, certaines auxquelles vous avez déjà répondu, notamment sur le reçu fiscal, mais il y avait une question que je trouvais intéressante. La notion de contrepartie des 25%, ce respect des 25% que vous nous avez indiqué, il est parfois un peu complexe à apprécier, entre guillemets. Quel est le risque, entre guillemets, si jamais, voilà, quel risque de pénalité qui pourrait avoir des pénalités si jamais il y avait justification qu'on avait dépassé ce 25%? J'avoue que normalement, ce risque-là est limité. Parce que de toute manière, à partir du moment où les associations sollicitent l'administration, on a déjà une vision de ces éléments dans la convention et dans l'ensemble de la procédure. Après, ce qui est risqué, c'est qu'il y a une interprétation qui peut interpréter sur le sens où ça peut être plus en mécénat, mais ça passe en terrain de sponsoring. Et c'est ça que le risque est beaucoup plus important et auprès du mécène et l'association. Donc, du coup, ça, après, c'est l'important, c'est d'identifier vraiment l'objet et les actions concrètes. Et voilà, dans la partie de la contractualisation, dans la partie obligation de l'association bénéficiaire, qu'est-ce que vous offre et quels sont les détails de ces offres-là? Et ça va décider est-ce qu'il y a un risque ou pas. Donc, du coup, l'administration, quand il vérifie et contrôle le processus, il va vérifier dans le cadre de l'ensemble de cette clause de la du contrat de partenariat. Et après, c'est dans la procédure de contrôle des reçus où si il décide à partir du moment où, voilà, que cette action-là n'a pas respecté le cadre de la convention mécénat, il n'y a pas de reçu ou de prescrit mécénat, vous comprenez? Donc, du coup, dans ce sens-là, la convention va être déclarée comme nulle. Et on passe à un terrain d'autres terrains de sanctions de l'administration fiscale et encore plus aussi de retourner vers l'association pour un contrôle beaucoup plus dur au niveau des obligations comptables et l'entreprise en même temps. Voilà. Merci. Du coup, il y a pas mal de questions. On ne va pas avoir le temps de tout prendre parce qu'on a pris un petit peu de retard. Juste une dernière question que je trouvais vraiment intéressante, c'était... Enfin, elles sont toutes très intéressantes, hein, mais la question, c'était la décision implicite. Quand on n'a pas reçu de réponse après 6 mois de demande de reçu fiscal, la décision implicite, est-ce que on est sûr qu'il n'y a pas de risque? Est-ce qu'on a des arrêts à signaler à ce sujet? Il n'y a pas de risque à partir du moment où c'est la loi qui considère que la structure peut se prévaloir d'une réponse tacite positive après ce délai. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de risque sur ce sujet. Après, vous pouvez toujours contacter l'administration pour vérifier
Et je pense que l'administration va vous répondre par document officiel dans ce sens. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de risque à ce sujet. Il agit assez vite. Simplement pour les autres questions, gardez-les pour la fin. Je pense que Cécilia, je te laisse. Merci. Effectivement, on a pris un peu de retard. Du coup, on vous propose peut-être de passer au dernier témoignage, enfin, à la dernière intervention et revenir sur vos questions par la suite. Merci beaucoup, Maître, pour ces informations. Et du coup, on va vers la conclusion de notre webinaire avec un retour d'expérience croisée avec Fabien Goloul et Alban Martinat de la Fédé Indynamique, avec Valérie Verchezès, déléguée générale du Fonds Saint-Christophe, qui vont nous raconter un peu leur expérience de mécénat. Je vous laisse donc la parole. Bonjour à toutes et à tous. En fait, on a changé l'ordre des slides, pardon, Valérie et Fabien, mais suite aux interventions, j'ai demandé à Irène de nous remettre cette slide très chargée en texte et très dense. Mais c'est toujours important de revenir un petit peu à l'histoire. Aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est le mécénat. La personne que vous voyez, c'est Caius Mécénas. C'était le patron des poètes. Donc, on est 2100 ans en arrière. C'était un proche de l'empereur Auguste. Et donc, patron des poètes, il soutenait, il donnait une partie de sa fortune pour soutenir les arts et les lettres. Et c'est vrai qu'historiquement, le mécénat était très lié au secteur culturel. Et ce n'est pas innocent, je le dis en écho à l'intervention également de Marion tout à l'heure. Le premier président d'Admical, ça a été Jacques Rigaud, qui était aux affaires culturelles, qui a été le président de RTL. La loi Ayagon était ministre de la Culture. Donc, ce n'était pas une loi en lien avec Bercy. Et en 2003, par exemple, il y avait en creux de la loi mécénat une disposition fiscale pour les entreprises qui achetaient des trésors nationaux. Ils avaient 90% à l'époque, ça a été revu à la baisse, de déduction fiscale pour ce type de trésor. Donc ça, historiquement, c'est très lié au culturel et on observe une vraie mutation, et c'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui, sur davantage de secteurs à impact et une diversification un peu plus large du mécénat. Pardon, c'était ma petite digression pour l'introduction. Merci beaucoup, Albin. Du coup, je reviens à la présentation et du coup, je laisse la parole, je pense, à Fabien. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation au CRES et au Barreau de Paris pour la mise en relation. Je crois que pour commencer, l'idée, c'était de présenter le Fonds Saint-Christophe, qui est notre partenaire sur une action spécifique, puis de revenir en détail sur notre activité. Mais bon, c'est comme vous le souhaitez. Valérie, comment tu voyais les choses ? Valérie ? Bon, ben dans ce cas, je vais peut-être présenter. Voilà, j'avais coupé mon micro. Désolée, oui, je disais que ça faisait sens, effectivement, au regard de tout ce que j'ai entendu, de faire ce lien. Et moi, j'ai envie de commencer par vous dire une chose. Je dirais que le plus important, c'est vous, porteurs de projet. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un projet, c'est qu'il y a quelque chose qui vous anime. C'est-à-dire, par exemple, ce qui est mon cas aussi, parce que finalement, on est tous des citoyens, on est tous des acteurs de cette société. Et pour moi, c'est ça, c'est quel impact vous voulez avoir aujourd'hui sur la société. On connaît tous les enjeux. Quel sens vous voulez donner aussi au projet que vous avez envie de mener. Et en fait, pour moi, le mécénat, moi qui suis responsable et qui ai créé le Fonds Saint-Christophe dans une entreprise de l'ESS, qui est un assureur de l'ESS, une PME de 200 collaborateurs, ce qui me semble le plus important dans cet univers qu'est le mécénat, c'est la rencontre. Et avec la Fédé Indynamique, c'est une rencontre. Donc, c'est déjà ça que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que c'est un univers, il y a un cadre juridique, etc. Ça peut vous paraître un petit peu complexe, mais ça, c'est important de respecter ce cadre. Mais dans ce cadre, il y a vraiment une rencontre. Une rencontre de deux acteurs, parce que comme le disait Yann en tout début, finalement, on est tous, quelque part, on contribue tous au service de l'intérêt général, au service du bien commun. Et l'important aujourd'hui, c'est de faire alliance. Et il y a de plus en plus d'alliances multi-acteurs, c'est-à-dire des alliances à la fois des citoyens sur le terrain, et ça vous le voyez certainement, des alliances des associations avec les élus, les collectivités et les entreprises. Et le monde de l'entreprise, en fait, a pris conscience de plus en plus, notamment avec le développement de la RSE, de son implication, de son rôle à jouer dans la société. Et la Mutuelle Saint-Christophe Assurance
va fêter ses 60 ans cette année, donc ce n'est pas une entreprise récente, c'est une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, au même titre que les associations, les fondations et les coopératives, donc c'est une mutuelle d'assurance. Et en fait, on a toujours fait du mécénat. Tout à l'heure, se posait la question de comment l'entreprise fait du mécénat. Et c'est vrai qu'elle faisait du mécénat avant, elle faisait des dons directement, sans passer par un fonds de dotation ou une fondation. Et on a fait le choix, le conseil d'administration a fait le choix, il y a 5 ans maintenant, de créer un fonds de dotation parce que ça donnait en fait une structure juridique, un cadre pour pouvoir mieux structurer et donner de la visibilité aux actions de mécénat. Et ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a choisi, quand on a créé ce fonds de dotation, on a choisi un fil rouge. Vous verrez, chaque fondation défend une cause ou a un positionnement et a des axes d'engagement. Et ça, c'est effectivement important. Vous preniez ce temps de regarder. Il y a beaucoup de choses maintenant en ligne sur le site des entreprises et des fondations sur c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi ses axes d'engagement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va arriver à la Fédé en dynamique. Et donc, nous, le choix qu'on a fait, le conseil d'administration, mais pas que le conseil d'administration, et ça, je tiens à le dire aussi, que de plus en plus, les entreprises, elles mobilisent toutes leurs parties prenantes. Nous, tous nos collaborateurs, nos 200 collaborateurs, et on a aussi plus de 300 délégués qui sont des assurés, qui représentent la mutuelle, on est tous embarqués dans ce projet collectif du fonds de dotation. Et ça, c'est très important. On mène tous des actions solidaires. Et donc, on a choisi le vivre ensemble pour une société plus inclusive et plus solidaire. Comment chacun, collaborateur, délégué, membre du conseil d'administration, on peut apporter notre pierre à l'édifice, notre contribution comme la part du colibri. Et on a choisi de soutenir des associations dans les territoires, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance locale, puisque nous, on est présents aussi dans toute la France. On a choisi de soutenir des associations qui mènent des projets très concrets sur le terrain pour répondre à des besoins de société, soit des besoins qui ne sont pas du tout encore couverts ou partiellement couverts, et donc des besoins effectivement d'utilité sociale. Et dans ce fil rouge de vivre ensemble, on a choisi de soutenir des associations, je dirais, qui œuvrent autour de deux publics cibles, et notamment les jeunes. Et nous, on a cette sensibilité puisqu'on est l'assureur de 80% des établissements d'enseignement catholiques du fait de notre histoire en France. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Parce que là, j'étais déconnectée, moi. Oui, complètement. C'est bon, ok. Vous me voyez aussi? Oui. D'accord, parce que moi, je j'ai plus du tout, je ne vois plus rien. Bon, c'est pas grave, je continue. J'ai été déconnectée. Donc, tout ça, juste pour dire en fait que… c'est étrange. Ok, je continue quand même. Pour dire que… je ne sais plus ce que je disais parce que je n'ai plus rien à l'écran. Oui, on soutient les jeunes et on a choisi parce qu'on est à l'assureur d'établissements d'enseignement et on assure aussi beaucoup de structures dans le champ du handicap, dans le champ sanitaire, social et médico-social. Et en fait, les jeunes, ça a toujours été extrêmement important pour nous de soutenir des projets de jeunes, par des jeunes, pour des jeunes ou avec des jeunes. Et croiser le champ de l'enseignement et le champ du handicap, on soutient à peu près 50-60 projets dans l'année avec un don moyen, c'est ce que disait tout à l'heure la DIMICAL, un don moyen de 4 000 €, puisque nous, on est une petite PME. Donc ça, c'est important de s'ajuster aussi à la taille de l'entreprise et de la fondation. Et en fait, moi, j'ai rencontré par hasard, parce que j'ai vu un article sur la Fédération en dynamique, le label en dynamique, et je me suis dit, mais cette association, on partage les mêmes valeurs. Voilà. On œuvre au service d'intérêt général, on œuvre pour une société plus inclusive. Donc, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, à ce fil rouge, pour un mieux vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Différences, justement, d'âge, de religion, etc., de culture. Et donc, moi, j'ai appelé la fédération, on a échangé avec Fabien, et on s'est rendu compte de suite, effectivement, qu'on partageait les mêmes valeurs. Et en fait, moi, dans notre démarche à nous, c'est vrai qu'on soutient des projets plus que des frais de fonctionnement. Mais on est ouvert, c'est-à-dire que quand on est ouvert, on est dans une démarche de co-construction. Et voilà, c'est pour ça qu'avec Fabien, moi, je lui ai dit, écoute Fabien, qu'est-ce que vous avez comme besoin aujourd'hui, comme projet prioritaire? Voilà. Et après, je passerai la parole à Fabien. Et c'est dans cette co-construction-là, pour être au plus près des besoins, de vos besoins
vous, porteurs de projets, et d'essayer de co-construire ensemble et d'apporter un soutien. Alors nous, je ne l'ai pas dit aussi, mais on ne fait que du mécénat financier, on ne fait pas du mécénat en nature, ni du mécénat de compétences aujourd'hui parce qu'on est en flux tendu et on n'a pas les moyens, on va dire, de faire du mécénat de compétences. Donc on fait du mécénat financier. Mais dans le cadre de ce mécénat financier, par exemple là, et je terminerai là-dessus, on a choisi ensemble, avec la Fédération Dynamique, de soutenir le prix associatif étudiant. Donc là, on a un apport évidemment financier, mais pas que, puisqu'on va être membre du jury, qu'on va participer aussi à l'étude des dossiers, à la valorisation dans tous nos supports de communication. Donc, on va donner aussi de la visibilité à ce projet, qui de fait va aussi nous donner de la visibilité à nous. Mais ça, je tiens à le dire, notre objectif premier, ce n'est pas de faire des réductions fiscales et ce n'est pas non plus la visibilité. C'est vraiment sans contrepartie première. C'est vraiment parce qu'on a envie d'être un acteur à vos côtés, engagé pour une société plus inclusive. Voilà, alors je m'arrête là pour passer la parole, mais c'est vraiment les messages qui me venaient, que j'avais envie de vous partager. Merci beaucoup Valérie. Du coup, je prends la relève. Donc, moi, je suis Fabien Gaulet, je suis le délégué général de la Fédé 100% en dynamique. Pour vous présenter rapidement, la Fédé se définit comme le mouvement des jeunes pour la réussite des jeunes handicapés. Elle a été créée en 2010. Et concrètement, on agit pour conforter le parcours de formation jusqu'à l'emploi des jeunes handicapés, depuis le collège donc jusqu'à la vie active, avec différents types d'actions. On mène des tutorats collectifs, soit en milieu scolaire, soit dans le périscolaire. On pilote des bourses d'études dans le supérieur. On fait des mentorats individuels dans les études et vers l'emploi, du coaching d'insertion pro, des groupes d'entraide thématiques entre jeunes handicapés, très importants. Des actions de sensibilisation et de formation handicap à la fois sur les campus et dans les entreprises, et puis des prestations de recrutement de jeunes handicapés, notamment sur les forums entreprises des établissements d'enseignement supérieur. Du coup, en termes d'organisation, nous, notre mouvement mobilise principalement deux grandes catégories de bénévoles. On a les membres d'un réseau associatif d'environ 85 étudiants, dont une quinzaine de fédérations, ce qui fait qu'on rayonne sur plusieurs centaines d'associations étudiantes à travers la France. Et puis, on anime un réseau d'entraide de 500 jeunes handicapés qui sont des adhérents et qui rejoignent ce réseau structuré en groupes thématiques d'entraide. Par exemple, ça peut être nouvelles technologies et déficiences visuelles, ça peut être la problématique de la mobilité internationale, l'insertion professionnelle, etc. Toujours dans une logique de ce qu'on appelle la pérémulation, c'est-à-dire l'échange d'expériences, de bonnes pratiques de conseil entre jeunes handicapés. Et notre conseil d'administration, c'est peut-être intéressant de le dire, c'est 15 jeunes handicapés, 10 fédérations étudiantes et 5 personnes expertes. Et notre bureau, ce sont 9 jeunes en situation de handicap. Donc, on est à proprement parler un mouvement de jeunes. Pour en venir maintenant au contexte qui nous a vu naître, l'événement vraiment majeur, c'est la loi du 11 février 2005 pour la participation, la citoyenneté des personnes en situation de handicap, qui marque un assez important bouleversement puisque on passe d'un paradigme qui était celui de l'intégration des personnes handicapées. L'intégration, ça voulait dire que les personnes devaient faire l'effort de rejoindre la société, les personnes en situation de handicap, et la société les y aidait. Au paradigme maintenant de société inclusive qui veut dire que de façon originelle, native, la société doit être adaptée à tous ses membres, quelles que soient leurs différences. Donc, ça a eu une grosse importance, cette loi de 2005, notamment pour des raisons très matérielles, c'est qu'elle a durci les incitations financières à l'emploi des personnes handicapées auprès des entreprises qui doivent, en théorie, depuis 1987, avoir 6% de leurs collaborateurs en situation de handicap. Et quand elles ne l'ont pas, elles payent une contribution qui équivaut au manque de personnes handicapées dans leurs effectifs. Donc, ça constitue une masse d'argent dans les entreprises qui va être dédiée à leur politique handicap. Ensuite, la loi de 2005, elle dit qu'elle place la personne handicapée au cœur des dispositifs qui les concernent. Or, en milieu étudiant, ce n'était pas le cas. Et pour vous donner des éléments de grandeur, en 2005, quand la loi est promulguée, il y a moins de 5 000 étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y en a plus de 40 000. Donc, il y avait un gros enjeu qui existe toujours de monter en puissance des accompagnements du secondaire vers le supérieur pour qu'il y ait plus de jeunes handicapés dans l'enseignement supérieur. Du coup, parmi nos fondateurs, on avait à peu près pour moitié une dizaine de présidents d'associations étudiantes dédiées au handicap qui ont été fortement soutenus
par leurs établissements d'enseignement supérieur, eux-mêmes incités par leurs entreprises partenaires. Et puis, des jeunes handicapés, beaucoup en fin de cursus, qui voulaient faire bénéficier à des plus jeunes de leur expérience, notamment quand eux, ils ont essuyé les plâtres et qu'ils ont découvert des solutions qui auraient pu leur être utiles trop tard. Donc, l'un de nos atouts, c'est notre finalité qui est l'emploi des jeunes handicapés, parce qu'aujourd'hui, le vivier de jeunes diplômés handicapés qualifiés est insuffisant pour permettre aux entreprises, à toutes les entreprises, notamment celles qui recrutent à haut niveau de qualification, d'atteindre les 6%. Du coup, dès le départ, notre modèle économique s'appuie beaucoup sur les entreprises. On a 4 sources de financement qui viennent d'elles: des cotisations, du mécénat, des prestations et la taxe d'apprentissage. Donc, notre budget, il est d'environ 1 million d'euros, à peu près un quart de cotise mécénat, un quart de prestat, un quart de taxe d'apprentissage et un quart de subvention. Et puis, s'ajoute à ça, de façon plus marginale, des dons de particuliers. Au niveau du mécénat, il faut savoir que nous, on redistribue à peu près la moitié de ce qui nous est accordé à travers nos bourses d'études. Donc, c'est entre 80 et 120 000 euros par an qu'on reverse de nos entreprises membres, comme Accenture, Disney ou Soprasteria, qui soutiennent des jeunes pour leur poursuite d'études qui rencontrent des problématiques financières. Historiquement, le mécénat, nous, il commence dès 2010 et c'est même ce qui nous permet de démarrer avec 3 entreprises fondatrices, Atos, Alstom et la Caisse des dépôts, qui vont, sous forme de mécénat, soutenir notre lancement avec une logique un petit peu de marque employeur pour signaler auprès de notre réseau de jeunes en situation de handicap qui sont proactifs pour recruter des jeunes en situation de handicap. Puis à ça s'ajoute une sub du ministère de la Jeunesse. On a parlé tout à l'heure dons de matériel, ce n'est pas négligeable, parce qu'en 2010, quand on s'est créé, on est tout de suite allé vers l'ADAPT, qui est une association assez bien identifiée, qui a créé la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, dont on se reconnaissait complètement dans le plaidoyer et à qui on a demandé un soutien et qui nous a hébergés pendant 5 ans. Donc, tous nos locaux open space étaient pris en charge par cette grosse association. Ça nous a vraiment permis de prendre notre envol. Donc, c'est un don en nature qui était vraiment substantiel, parce qu'à ce moment-là, leur axe politique, c'était d'agir avec et par les jeunes en situation de handicap. Et ensuite, ça se retrouve aussi à travers notre mobilier et différents équipements qu'on a pu obtenir. Maintenant, on va revenir aux exemples de mécénat qui étaient présentés sur la slide là, que vous aviez tout à l'heure. Je vais en rajouter 3 très vite. Il y a la Maïf qui a été notre premier mécène qui nous a rejoints parce qu'on fait du tutorat en milieu scolaire pour les élèves en situation de handicap et qu'ils ont soutenu le modèle qui a été créé par l'ESSEC en 2009 et qu'on a déployé nationalement depuis 2011. Donc ça, c'est une vraie opportunité parce que, et là, ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure, ce n'est pas le fonds pour l'éducation de la Maïf qui nous soutient, mais c'est vraiment la Maïf en direct parce qu'il se trouve qu'au moment où on a déployé ce dispositif, eux, ils agissaient spécifiquement sur le champ du handicap en milieu scolaire. Ensuite, je veux signaler un exemple sans m'y attarder parce que c'est assez providentiel, mais notre plus gros mécène, ça a été aussi une fondation d'une grande mutuelle qui nous a choisis sur le domaine du handicap sensoriel parce qu'elle voulait un acteur auprès des jeunes. Qui nous a financé de façon assez mirifique pendant 5 ans pour soutenir nos actions auprès des jeunes déficients sensoriels. Et puis, je signale, ça rejoint aussi des questions qui ont été évoquées, la Fondation Bettencourt-Schuller, parce que c'est une fondation assez challengeante quand on se présente devant eux, mais qui soutient le fonctionnement. Et effectivement, c'est un vrai sujet, quand on est une association, d'arriver à faire passer le message que notre projet il est aussi porté par des ressources humaines qui sont en appui à du bénévolat. Évidemment, c'est le bénévolat qui agit, mais pour que le bénévolat agisse, il faut le potentialiser, il faut l'accompagner. Donc ça nous a été précieux aussi pendant 3 ans. Du coup, maintenant, j'en viens aux 3 exemples que vous avez sous les yeux. Donc, la France s'engage. Donc, gros appel à l'initiative présidentielle. Si vous vous en souvenez, c'est François Hollande qui a impulsé ça en 2014. C'est une vraie question de savoir si on se lance dans des appels à projets comme ça, parce que ça demandait beaucoup d'investissement avec un taux de transformation, de réussite assez faible. Nous, on a candidaté une fois, on a été retoqué au premier niveau, et puis finalement, la deuxième fois a été la bonne. Mais bon, il y a eu encore, après le dossier, 2 jurys qu'il a fallu passer pour être retenu dans les 15 lauréats, mais c'est des dotations qui sont vraiment importantes puisque c'était de l'ordre de 160 000 euros par an pendant 4 ans. Donc le jeu en valait la chandelle, à condition évidemment d'être dans les heureux d'avoir réussi.
Un autre partenariat intéressant, c'est une entreprise qui m'appelle et qui me dit, voilà, je viens de prendre la mission handicap, je veux faire quelque chose pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées au mois de novembre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et donc là, on échange, on discute. Et puis, donc c'est les boulangeries Paul. Et puis, on se dit, mais pourquoi pas un produit partage? Et c'est comme ça que a été mise en place l'opération que vous avez sous les yeux à travers une partie des ventes de palmiers qui, pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, est revenue au financement, là encore, de nos actions de tutorat en milieu scolaire. Et puis après, une illustration d'une autre forme d'appel aux dons, c'est la course des héros, qui est un gros événement de mobilisation des bénévoles d'associations étudiantes qui collectent auprès de leur entourage en faveur de l'association qu'ils soutiennent. Donc ça se passe au mois de juin. Et on fait ça depuis l'origine, en 2013, l'origine de l'opération. Et puis nous, tous les ans, on s'adresse à nos membres, à nos parties prenantes, à nos bénéficiaires, pour faire au mois de décembre ce qu'on appelle le Christmas Challenge et les appeler à faire du don, soit ponctuel, soit régulier. Aujourd'hui, dans notre structure financière, ce n'est pas significatif, mais ça nous semble un message important aussi d'envoyer à nos bénéficiaires et à nos bénévoles qu'ils peuvent nous soutenir de cette façon. Voilà, je ne sais pas du tout en termes de temps si j'ai été trop vite ou pas assez. Ah voilà, on en vient au partenariat avec le Fonds Saint-Christophe. Donc, effectivement, la rencontre s'est faite avec Valérie qui nous a contactés pour voir un peu ce qu'on faisait, ce qu'on pourrait faire ensemble en nous ayant identifié en tant que tête de réseau, notamment tête de réseau d'associations étudiantes impliquées dans le champ du handicap sur le terrain. Et donc, quand on a discuté assez librement ensemble sur ce qui pourrait se faire, et comme elle l'a dit, elle avait repéré le fait qu'on a mis en place en 2021 un label à 3 niveaux pour valoriser les associations étudiantes qui s'engagent dans le champ du handicap. Moi, j'ai tout de suite pensé à la réactivation en fait, d'un projet qu'on avait mis en place en 2014 avec une de nos entreprises membres, Atos, qui était un prix associatif pour soutenir financièrement les associations qui s'engagent dans le champ du handicap. Et ça venait vraiment en complément du label, parce que le label, c'est de la reconnaissance, ça demande un travail de communication de notre part auprès du réseau associatif, et on souhaite vraiment comme ça créer de l'émulation auprès des jeunes étudiants pour qu'ils s'engagent sur cette cause, mais on sait très bien que les appels à projets attirent aussi l'attention des associations étudiantes. Ça leur permet aussi de mener à bien des projets plus ambitieux, plus structurants, plus pérennes. Le problème du tissu associatif étudiant, c'est le turnover. Tous les ans, pratiquement, le bureau est renouvelé. Donc, on lui a proposé la mise en place de ces prix en dynamique pour les associations étudiantes qui vont se lancer là incessamment et qui ont 3 composantes. Un prix pour favoriser les engagements bénévoles au sein des assos étudiantes, un prix pour soutenir la mise en place de projets étudiants spécifiquement dédiés au handicap, et puis un prix sur la communication, parce qu'on a identifié ça comme un de nos leviers, un de nos enjeux. La problématique du handicap, elle a besoin d'être connue pour mobiliser et fédérer. Et donc, on en appelle aux compétences des étudiants qui, comme ils sont complètement de plein pied dans leur écosystème, savent le mieux comment sensibiliser leurs pairs à la société inclusive, aux bonnes pratiques et à comment faire pour que leur campus ou leur ville soit plus accueillante pour les étudiants en situation de handicap. Voilà la présentation que je peux faire assez rapide. Merci beaucoup Fabien et Valérie et Alban aussi, c'était très intéressant. J'ai malheureusement pas l'accès au chat, du coup je laisse peut-être la parole à Irène pour la partie questions-réponses. Alors, sur cette présentation directe, il n'y a pas eu de questions spécifiques, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Cécilia. Je te propose qu'on laisse la parole libre pour que vous puissiez poser vos questions à tous les intervenants et intervenantes qui sont là. Ouais. À moins qu'Alban veuille compléter éventuellement le propos, c'est comme tu veux. S'il y a des questions spécifiques, après, c'est peut-être juste un retour d'expérience, parce qu'on a quand même aussi parlé un peu fiscalité. Ça n'a jamais été la première motivation des interlocutrices et interlocuteurs que j'ai eu en face de moi depuis de nombreuses années. C'est vraiment la dimension de projet. Enfin, Valérie l'a très bien rappelé. C'est voilà, c'est comment on arrive à dessiner ensemble un désir, un avenir commun
et le réaliser. On a beaucoup parlé de co-construction, et c'est vrai que c'est toujours très chouette qu'on arrive à rajouter un peu d'externalité positive, et c'est ce qui se passe sur le prix étudiant, où ça nous permet voilà, d'animer, de dynamiser aussi notre vie associative et de montrer qu'on fait aussi des choses pour nos membres et pas que pour nous. Donc, ça crée une dynamique collective qui est assez intéressante. Et oui, après, il peut y avoir des enjeux, on peut en parler, entre guillemets business. Oui, le cœur de cible, c'est des structures qui potentiellement peuvent adhérer à la mutuelle Saint-Christophe. Et en fait, j'ai envie de dire tant mieux si en fait, ce que l'on met ensemble, parce que c'est bien cet ADN, enfin, ce qu'on définit, si Oh là. c'est pas le premier déterminisme. C'est vraiment de trouver un terreau fertile, un terreau commun avec son mécène. Voilà, fin de la parenthèse. Merci Alban. Simplement, avant de vous laisser la parole, Cynthia, il y a Richard qui demandait est-ce que le produit partage avec Paul comprenait un minimum garanti. Il précise qu'il ne demande pas le montant exact, mais simplement pour savoir s'il y avait Non, là, il n'y avait pas de minimum garanti, on n'avait pas d'ordre de grandeur, on y allait un peu à tâtons. Paul avait déjà fait une opération comme ça par le passé. Ils avaient collecté moins, et je peux le dire de façon transparente, ça a été 7 000 € en fait. Voilà, à la fois avec les entreprises qui gèrent en propre et puis leurs franchises qui ont joué le jeu et qui ont rejoint l'opération. Sur l'aspect produit partage, un peu sur les bonnes pratiques, évidemment, l'association ne peut pas faire appel à la consommation du produit si on veut le traiter sous forme de don. Les normes, entre guillemets, c'est qu'à peu près 10% du prix de vente doit être reversé à l'association. Si vous atteignez 20%, en général, le consommateur se dit mais le produit marche beaucoup trop, enfin, le prix habituel n'est pas normal. Si c'est en dessous, ça fait vraiment greenwashing. Et oui, en toute logique, effectivement, c'est encadré, donc il y a un minimum garanti, et c'est souvent par contre capé aussi, donc en haut, en disant voilà, il y aura tant de produits porteurs de l'offre. C'est rassurant en fait pour toutes les parties prenantes, pour l'équilibre budgétaire de l'entreprise et pour les recettes de l'association. Écho également à ce qu'évoquait Marion d'Admical tout à l'heure, avoir en tête sur ce type d'opération, désolé pour le zoom sur le produit partage, en règle générale, c'est des budgets qui sont pris au sein des directions marketing, communication, et donc la partie déduction fiscale ne les intéresse pas parce qu'elle revient au niveau de l'entreprise, de la maison mère, et souvent n'impacte pas leur budget. Donc eux, c'est vraiment une dépense brute, même si sur l'ensemble de l'écosystème, la déduction fiscale s'applique. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose de prendre la question de Cynthia et ensuite on fera le petit focus, sur le contrôle administratif que Lan Fonchou proposait tout à l'heure. Donc, Cynthia, allez-y. Merci Irène et merci à tous. C'était un vrai plaisir là d'avoir ce petit temps avec vous et de partager ce temps avec vous. Moi, j'avais juste une petite question, une petite précision concernant les contreparties. Je voulais savoir, donc j'ai vu 2 éléments donc, par rapport aux contreparties. Donc, on avait le droit justement à 25% quand il s'agissait de mécénat. Je voulais savoir si vous aviez des exemples un petit peu de contreparties qui habituellement sont demandées en dehors du fait de mettre le logo, par exemple, de la structure qui fait effectivement ce don. Est-ce que c'est, je ne sais pas, des places parce qu'on fait un événement, etc. Est-ce que c'est de cet ordre-là et jusqu'où on va? Parce que dans ce que j'ai vu tout à l'heure sur les contreparties en termes de définition juridique, on était sur des contreparties de communication. Donc, juste si vous pouviez préciser un petit peu cet élément en termes de contrepartie. Mécénat, pardon, pas sponsoring, mécénat. Nous, je peux juste dire que dans notre cas, c'est quand même effectivement beaucoup la marque employeur qui vient en premier, un affichage auprès des jeunes en situation de handicap pour leur dire que l'entreprise est proactive dans le domaine du handicap. Ensuite, il arrive qu'il y ait d'autres contreparties, mais c'est vrai que c'est très limité parce qu'il ne faut pas rentrer dans de la prestation, de la prestation de communication ou autre. Donc, c'est d'abord de la visibilité. Après, il y a du partenariat sur mesure, de la mobilisation des collaborateurs. C'est un point qui peut être quand même assez important. Parfois, on a eu du mécénat de compétences ponctuelles. Comme le disait Valérie, le fonds va participer au jury, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de nos entreprises qui soutiennent nos bourses, qui associent leurs collaborateurs au jury des bourses parce que ça les sensibilise aussi à la situation de nos bénéficiaires. Et donc, ça fait passer le message en interne qu'il y a
un enjeu à aider les étudiants handicapés à devenir leurs futurs collaborateurs. D'accord. Et juste un tout petit point par rapport aux 25%, quand il s'agit de juste mettre effectivement une visibilité, on ne peut pas calculer ces 25%, on est bien d'accord. Enfin, je ne vois pas comment on calculerait effectivement cette contrepartie. Non, puis c'est à faible valeur. Enfin, si on reprend l'exemple Oui, de la Fédé, enfin, nos audiences, alors oui, on touche un public qui va peut-être intéresser la Mutuelle et le Fonds Saint-Christophe. Nos audiences, si on prend nos médias propriétaires, c'est quelques milliers d'auditeurs. Ça n'a pas de valeur, entre guillemets, marchande et commerciale. Encore une fois, au lieu de raisonner contrepartie, c'est vraiment qu'est-ce qui crée du commun avec son mécène. Donc, Fabien a évoqué la participation au jury. Bah oui, c'est extrêmement incarné. Et je pense que Valérie sera ravie aussi d'animer ça et de créer du lien, en fait. Et ça n'a pas de valeur pour moi, mais c'est juste de la bonne intelligence. C'est ça, Par exemple, je me demandais juste, en termes de la convention, quand on écrit la convention, effectivement, de mécénat, il y a un article autour de la communication, d'avoir un article action de communication, et qui est déjà en fait inscrit en termes de visibilité, ce qu'on veut y mettre à l'intérieur de ça, effectivement la visibilité des logos, etc. Donc la contrepartie com, en fait, qu'on accepte dans le cadre des 25%, elle me semble un peu... finalement pas du tout cohérente par rapport au fait qu'on ait déjà un article en termes d'action de communication. Peut-être que je peux compléter sur la question des contreparties. Alors, on constate, nous, qu'il y a beaucoup de formes de contreparties. La principale, donc, c'est des contreparties matérielles quand vous pouvez offrir des places de spectacle, des places de quelque chose. Après, en effet, les contreparties, elles sont vraiment à co-construire avec votre mécène en fonction de ce qui l'intéresse. Ça peut être une intervention dans l'entreprise, une conférence sur votre sujet, ça peut être un atelier, une visite de chantier. Il faut vraiment essayer de comprendre ce qui lui l'intéresse. Mais faites attention à ce que ça vous prenne pas trop de temps et il faut que vous arriviez en fait justement à essayer c'est très difficile à valoriser les contreparties. Alors les contreparties de communication, nous on conseille de les valoriser entre 0 et 10% sur le montant total de votre don. Par exemple, si vous allez mettre le logo sur une vidéo YouTube qui va être diffusée énormément, bon ben là vous pouvez peut-être vous dire bon ben ok, là le fait qu'on mette le logo sur cette vidéo, ça vaut 10% du montant de son don. Par contre, si c'est vraiment un événement très local et que vous allez mettre le logo sur juste 2-3 affiches qui ne vont pas être hyper vues, bon, bah là, vous pouvez soit valoriser à 0%, soit à 1-2%. Donc voilà. Et nous, on vous conseille de faire une grille des contreparties que vous annexez à la convention en disant, bah voilà, dans le cadre de ce partenariat, on vous offre, je sais pas, 2 posts Twitter. Bon, bah ça, on le valorise à 100 €, X posts, X logos qu'on valorise. Et un atelier que là, qui va plutôt coûter 300 € parce que bah, là, ça coûte 3 heures d'un employé qui va venir chez vous faire un atelier. Et donc, comme ça, à la fin, vous faites le total et vous vérifiez bien que vous ne dépassez pas les 25%. Et ça vous permet aussi de dire stop à votre mécène. Si votre mécène, il pousse un peu, vous pouvez lui dire, bah, écoutez, regardez, très concrètement, j'ai fait le calcul et là, on est à 25%, on ne peut pas aller au-delà. Mais comme le dit justement Alban et Fabien, c'est rare que les mécènes ils poussent pour avoir un max de contrepartie. Oui. Ils sont là pour soutenir votre projet. Voilà, ils vont peut-être vous demander des petites choses en échange, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est d'être impliqués. Alors voilà, s'ils peuvent en avoir un peu de visibilité, tant mieux, mais voilà, ils veulent surtout contribuer à votre projet, quoi. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Encore une fois, en termes de mindset, ça marche dans les deux sens. Enfin, voilà, ce n'est pas que la contrepartie entre guillemets offerte par l'association. On est bien sur une notion de partenariat, de co-construction. Je vais prendre un exemple très récent qui m'a parlé. Une structure amie sur le sujet du handicap, c'est l'Arpège. Ils ont un de leurs mécènes qui est Louis Vuitton, tant mieux pour eux. Et donc, ils ont monté une superbe opération où Vuitton ouvre ses ateliers en visioconférence pour les adhérents de l'Arpège. Donc, c'est vraiment de la valeur ajoutée qui est créée. Et Vuitton est très content de prendre la parole et de montrer aussi sa marque employeur, ce qu'il fait sur le handicap et surtout ce qu'il fait réellement au quotidien dans ses ateliers. Et donc, c'est une valeur ajoutée parce que c'est une expérience, entre guillemets, exclusive proposée, même si nous, on est sur l'inclusion, proposée aux adhérents de l'Arpège et qui valorise le partenariat. Donc, la contrepartie peut aussi être allée chercher du côté du mécène. Il faut vraiment raisonner en vase communicant. Je joins les autres intervenants juste pour ajouter un point important, c'est que l'idée, c'est d'ajouter sur la liste proportion marquée. C'est-à-dire ici, vous avez une notion de publicité et une notion de prestation. Et quand vous faites une contrepartie sous différentes formes, il vous faut aussi un peu concrétiser est-ce que c'est une publicité ou une contrepartie prestation. Et à partir de cela, vous pouvez valoriser un peu cette partie publicité
ou prestations pour pouvoir vous y positionner et ne mélangez pas avec une opération de parrainage et d'autres opérations ou une simple contrepartie simple. Dans ce cadre-là, pour le mécénat, voilà, c'est juste une des critères. Super, merci à tous et toutes pour la réponse. Du coup, ce que je vous propose, puisque voilà, il y avait dans le chat la demande de Maxime Keval, parce que Lan Fengchou, vous aviez proposé d'approfondir un peu le sujet du contrôle administratif, notamment la question de l'éligibilité de certaines structures. Vous parliez, Maxime, je crois, de entreprises adaptées. Enfin voilà, si on pouvait approfondir un peu ce sujet, je pense que c'est intéressant, sachant qu'il nous reste 7 minutes. Donc voilà, si jamais, essayez d'être le plus succinct possible. Merci. Je ne sais pas si elle peut me poser la question directement. Qu'est-ce qu'elle veut comprendre dans ce sens-là, entreprise adaptée? Non, alors c'était pas par rapport à l'entreprise adaptée. Pardon. La question c'était, en fait, il y a la possibilité de faire une demande de rescrit. Donc du coup, si on souhaite savoir si on est d'intérêt général, oui. Mais c'est pas une possibilité obligatoire. Non. En fait, la question c'est, si jamais. En fait, c'est ça que je retourne dans l'ensemble de la question de contrôle, parce qu'avant, il n'y a jamais de règles en droit d'une contrôle a priori. Donc, il y a une possibilité à contrôle a posteriori, mais pas a priori. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une nouvelle loi, le 24 août 2021, plein de l'obligation des associations maintenant, dans le cadre du mécénat, de respecter l'administration. Donc, du coup, maintenant, l'administration a le droit même des contrôles à l'extérieur, a priori. Donc, c'est ça que je rejoins dans l'ensemble et structurer un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle loi 24 août 2021. D'abord, pour l'éligibilité des associations, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2020, le contrôle de concordance entre les reçus fiscaux et les dons effectivement perçus est remplacé par un contrôle sur place de la régularité du recours des organismes bénéficiaires au régime fiscal du mécénat. Donc, vous voyez, maintenant, c'est vraiment un contrôle accru. Et donc, dans ce cas, la plupart des associations, on n'a plus de lâche, de libre, de faire ce qu'on espère, et on dit que voilà, on contrôle plus tard, on verra, mais non, maintenant, c'est comme ça. Et pour les documents délivrés relatifs aux dons et versements reçus à compte du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, les organismes bénéficiaires de dons devront déposer une déclaration annuelle indiquant le montant de dons perçus et mentionner sur les reçus fiscaux le nombre de ces reçus. Et le défaut, automatiquement, vous aurez des amendes de 150 € portées à 1 500 € au cas de récidive. Donc, voilà, il y a plein de réformes comme ça, donc je vous invite à faire appel à cette nouvelle loi pour concrétiser l'ensemble des procédures, parce que ça va changer. D'ici 2021 jusqu'à 2022, le temps de la crise sanitaire, mais l'administration, je suis sûre et certain que voilà, il y aura encore d'autres détails dans le cadre de la procédure de vérification et de contrôle, les associations dans le cadre du mécénat. Voilà. Peut-être pour compléter, sachez qu'en effet, là, les contrôles se densifient. Et donc, depuis déjà l'an dernier, il y a une obligation pour les entreprises qui font plus de 10 000 € de dons. Elles doivent déclarer en fin d'année les dons qu'elles ont faits, les contreparties qu'elles ont reçues. Donc, c'est possible. Donc, vous conciliez bien les contreparties que vous donnez à vos mécènes, parce qu'elles vont revenir vers vous en fin d'année en disant « Ouh là là, il faut que je fasse ma déclaration. C'est quoi déjà les contreparties que tu m'as données ?» Et en parallèle, il y a cette nouvelle loi dont parle Maître Lan Fengchou, qui va aussi obliger les associations à déclarer les dons qu'elles ont reçus. Mais pour l'instant, le décret d'application n'est pas passé, donc ce n'est pas très clair sur comment vous allez devoir le faire. Donc, ça, nos juristes aussi sont sur le coup, et il y aura un article sur le site d'Admical dès qu'on aura plus d'informations sur concrètement comment vous allez devoir faire cette obligation déclarative que donc, les entreprises doivent déjà faire, et les associations vont aussi devoir le faire, mais on n'est pas encore très au clair sur la manière dont elles vont devoir le faire.
Et je ne sais pas si Cécilia, j'ai promis aussi d'apporter une réponse concernant les dons un peu transnationaux. Donc, je ne sais pas si je peux voilà, dire rapidement ce sujet ou on n'a plus de temps. Il nous reste 4 minutes, donc si vous voulez, en 4 minutes, Cécilia. Il y a quand même encore une question dans le chat. Donc, juste pour dire que vous avez aussi, en tant qu'organisme ayant un siège social en Europe, d'avoir une possibilité de bénéficier des règles de mécénat. Voilà, c'est juste dans ce cadre de l'Union européenne, dans les pays où il y a une convention fiscale entre la France et d'autres pays. Donc, dans ce cas, l'organisme a le droit, même si c'est un bureau de représentation en France, mais si le siège social en Europe, vous pouvez bénéficier le cadre juridique du mécénat. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et du coup, Annick, je suppose, vous l'écrivez dans le chat, donc peut-être que vous ne voulez pas prendre la parole. Est-ce qu'une subvention exceptionnelle est considérée comme un mécénat de don? Je pense que c'est un élément important à préciser, de bien différencier les deux. Une subvention exceptionnelle, est-ce que ça peut être considéré comme du mécénat de don? À mon sens, je dirais non, mais je suis peut-être... Enfin, a priori, c'est une subvention qui vient d'un financeur public. C'est une subvention. Elle est exceptionnelle parce que ça ne serait peut-être pas dans la régularité d'une convention pluriannuelle d'objectifs. Nous, on a eu en 2010, quand on s'est créé, une subvention exceptionnelle du ministère de la Jeunesse pour nous aider à démarrer. C'était à proprement parler une subvention. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il ne faut pas confondre subvention et mécénat. Et juste que je crois qu'il y avait une question sur les entreprises adaptées est-ce qu'elles pouvaient faire appel au mécénat? Et a priori, non, parce qu'un des critères d'éligibilité, c'est d'être un acteur non lucratif. Donc, c'est pour ça que les entreprises ne peuvent pas faire du mécénat auprès d'autres entreprises, même si c'est une start-up, même si c'est une entreprise ESUS. Malheureusement, pour l'instant, l'état du droit fait qu'un mécène ne peut pas soutenir un acteur lucratif. Il y a une tolérance, donc vous pouvez avoir des activités commerciales, mais elles ne peuvent pas dépasser 30% de votre budget total. Donc voilà, c'est important, ça veut dire que vous pouvez avoir quelques éléments lucratifs, avoir un peu de billetterie, mais en tout cas, une entreprise qui est encore plus structurée en SAS ne pourra pas recevoir de mécénat. Oui, absolument, je confirme, c'est notre cas. On a un secteur lucratif, mais alors c'est très réglementé. C'est vraiment des procédures à mettre en place de façon très rigoureuse. C'est-à-dire qu'on a deux comptabilités, en fait. Une comptabilité sectorisée pour la partie lucrative qui est l'aide au recrutement de jeunes en situation de handicap. Donc, on est à 100% dans notre objet social. Ça, c'est des prestations. Il faut que ça soit dans notre budget significativement non prépondérant, donc effectivement plutôt inférieur à 30% du chiffre d'affaires. C'est bien ça. Sinon, après, il faut aller sur des modèles un peu compliqués qui nous attirent peu de filialisation. Juste pour la question de subvention exceptionnelle, je crois que le barreau de Paris, il y a des confrères à la fin, si vous souhaitez, vous pouvez demander le barreau de Paris pour des confrères. Il y a des confrères qui est vraiment spécialisé à ce sujet, qui peut vous apporter des réponses peut-être plus détaillées. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Si par hasard on a loupé des questions, n'hésitez pas à nous les faire remonter à moi et Irène pour qu'on puisse aller chercher la réponse auprès nos super intervenants et intervenantes. On arrive donc à la conclusion de ce webinaire. On espère que cela vous a apporté des réponses sur le mécénat de dons. Moi, je tiens à nouveau à remercier la mobilisation de tous nos intervenants et intervenantes avec des emplois du temps chargés. C'était vraiment très intéressant de vous avoir aujourd'hui. Par la suite, ce webinaire sera en ligne sur la chaîne YouTube de la CRES et on va faire aussi un outil de capitalisation et de synthèse qui sera après diffusé auprès de tous les participants. Voilà, de notre part, merci beaucoup encore pour la mobilisation de tous et toutes. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et prenez soin de vous et nous restons à disposition pour toutes vos questions. Merci et bonne journée. Bonne journée. Au revoir.